Laissez-moi vous parler de ma Côte-Nord. Un endroit où j'adore aller parce que, de un, je viens de là, mais surtout parce que j'adore la nature. La paix qu'on y retrouve quand on est là-bas, regarder les magnifiques levées de soleil, les superbes plages, la brise de l'air salin. On va faire de belles randonnées en forêt. Ensuite, les fruits de mer frais, le poisson qui nous provient de la mer, les soirées sur la plage à regarder un feu entouré des aurores boréales. Allez visiter ma Côte-Nord. Vous aussi, vous allez tomber en amour avec. Salut la gang, bienvenue à mon podcast Hugo Girard sans limite. Cette semaine, je rencontre le king du barbecue de la ville de Québec, Vincent Chatigny. Vincent maîtrise la fumée comme Sidney Crosby maîtrise son bâton. On va parler de barbecue et je vous fais ça sans limite. On va commencer ça comme il faut, là, comme des vrais. Je pensais que t'étais plus... T'allais plus m'offrir un pré-workout ou quelque chose, là. Non, mais regarde, tu l'as regardé, il te parlait. Moi, je donne à mes invités ce qu'ils veulent avoir. Peux-tu le prendre en shooter ou on le prend ça tranquillement? Non, on prend ça tranquillement. OK, c'est beau. Faut l'équip. Merci. C'est de la pub. C'est tes amis, toi, tu viens de là? Je suis partenaire. Ah, t'es carrément partenaire, Ouais. OK. Là, on est rendu avec une crème de rhum. Après ça, on a un autre qui est un genre de Malibu. Avec un rhum coconut. Fait que c'est super bon. Toi, t'as un whisky? Ouais, c'est pas nous autres qui le font, là. Mais c'est pas grave. Mais on a un produit unique. Ça vient d'où? Ça vient de Kentucky, chez Maker's Mark. OK. Puis toi, tu le distribues ici? On n'a pas le droit, c'est juste au resto. Exclusivité Juste au resto? ouais. Ouais, c'est un programme spécial parce qu'on est un super gros vendeur de bourbon. On est un des plus gros vendeurs de bourbon au Canada. C'est bon? Oui. C'est fou, hein? Félix, je sais qu'il a goûté à ton whisky, puis ça a l'air qu'il était Ah, incroyable. écoute, il est l'enfer. Il est vraiment sa coche, là. Puis, tu sais, Maker's Mark récompense leurs meilleurs clients en les invitant à produire un produit exclusif. Puis, tu sais, il y a plusieurs façons d'être le meilleur client. Exemple, tu peux être un établissement prestige, comme Château Frontenac, eux autres sont là. C'est dans leurs bons clients, parce qu'eux autres, ils se distinguent en offrant des produits tout le temps exclusifs. Puis une autre façon, c'est d'en vendre énormément. Puis nous, une de nos signatures, c'est qu'on n'avait aucun whisky européen. C'était tous des whiskies nord-américains, fait que Canada, États-Unis. Fait qu'on vendait énormément de bourbon. Puis on était invité là-bas à Maker's Mark pour embouteiller un baril. Un baril qui donne 225 bouteilles, genre. OK, fait que c'est quand même une production exclusive, là. C'est exclusif parce que on prend un bourbon avant de le mettre dans la bouteille, le Maker's Mark qu'on connaît, là. Oui. Donc, c'est un blend de plusieurs barils pour essayer d'équilibrer le goût, là. Quand ils font vieillir le baril, le whisky, c'est dans des entrepôts dehors, des immenses entrepôts, puis il y a une rotation de barils. Puis, chaque baril est différent. Donc, tu as des experts qui mélangent le goût des bourbons, puis quand ils arrivent à ce qu'ils veulent, là, ils l'embouteillent en Maker's Mark. Mais la caractéristique qu'on fait pour le bourbon Private Select, c'est qu'ils prennent, au lieu de le mettre en bouteille, ils le remettent dans un baril. Et là, tu choisis des plaquettes de bois que tu mets dans le baril. C'est des longues lattes, là, c'est à peu près 3 pieds de long. Tu mets ça dans le baril, puis tu choisis ton profil de saveur selon les lattes que tu mets. Parce que ça va influencer la saveur de ton whisky. C'est ça. Tu as genre un choix de 6-7 palettes de bois. Chacune est cuite dans un four à différentes températures, donc ça dégage des arômes différents. Puis là, tu goûtes avant de faire ça dans un laboratoire aux échantillons de chaque palette. Puis là, tu construis ça, tu remets ça dans le baril avec le bois. C'est clair comment j'explique ça? Moi, je me pensais quasiment au BMR, là, de la manière que tu parlais, là. Tu mets le bois, tu mets tes plaquettes aromatiques dans le baril, puis là, ils remettent le baril à vieillir pendant 1 mois dans une caverne où il fait froid. Comme ça. Comme ici, là. Comme ici, genre. Comme ici. Parce que t'as mon Woody, c'est un beau cadeau, mais j'ai comme pas eu le choix parce qu'il fait froid. Fait que malheureusement, pas payer mes comptes. Ils sont venus couper l'électricité. Ah ouais, c'est ça, t'es sûr, c'est ça. Fait que ça, c'est au Tennessee? Au Kentucky. Au Kentucky. Le Bourbon, c'est au Kentucky. T'es allé? Je suis allé là-bas pour goûter, OK. puis mettre dans un baril. Puis c'est ça, ils le mettent dans une cave. Comme ça, au froid, le baril ne travaille plus, le bois ne travaille plus. C'est juste les plaquettes de bois à l'intérieur du baril qui travaillent. Et après ça, 1 mois après, ils l'embouteillent. Parce que pour rentrer au Québec, t'as pas le choix qu'il soit embouteillé. On n'a pas pu avoir le baril. Tu peux pas l'entrer en baril. Exact. Il faut qu'il soit en bouteille, puis il faut que tu l'achètes à sac. Tu as été capable d'avoir le baril vide. J'ai été capable d'avoir le baril vide. Que t'as mis chez vous, dans le C'est resto? au resto. Oui.
Fait que là, ça donne un bourbon à 57 d'alcool. Il est barrel-proof. Il n'y a pas eu d'eau dedans. C'est vraiment pur. Puis écoute, c'est doux, mon gars, là. La prochaine fois que tu viens au resto, je te fais goûter à ça. Tu vas voir. C'est sweet, là. Ça goûte pas le 57 d'alcool, là. Vraiment pas. On peut-tu acheter des bouteilles? Pas le droit. Pas le droit. Pas le droit. Tu peux acheter... On n'a pas le droit de vendre de spiritueux pour emporter. Mais tu peux acheter ta bouteille, puis on la laisse au resto, on met ton nom dessus, puis on la met dans la cave à vin. Fait que là, t'as Hugo, sa bouteille dans la cave. Il y a comme une couple de clients VIP qui ont ça. C'est quand même une bouteille exclusive, là. Quand t'es allé là-bas pour faire ça, t'es déjà un client privilégié, là. C'est parce que t'avais déjà rempli les critères. Oui, on était un très, très gros vendeur. Puis on était aussi un ambassadeur de la marque, étant donné que on se démarquait en utilisant juste des produits nord-américains, puis tous nos produits de base, tous nos alcools, nos drinks, exemple, le Bloody Biceps, il est fait avec du bourbon. Donc, tous nos alcools de base étaient remplacés par des bourbons, fait qu'on était un ambassadeur du brand, là. D'après toi, qu'est-ce qui fait qu'un bourbon, un whisky, est bon? Ben, premièrement, il se démarque, le bourbon, avec la qualité de l'eau, qui est très calcaire. L'eau du Kentucky est vraiment différente. Et quand tu vas visiter une distillerie, ils sont très fiers dans leur eau. Souvent, ils donnent même le nom de leur source d'eau. Comme exemple, tu connais-tu le bourbon Knob Creek? Non. Qui est le nom d'un petit ruisseau, puis eux, ils prennent leur eau là. Et le secret d'un bon bourbon, c'est définitivement le vieillissement, parce que pour s'appeler un bourbon, il faut que ça vienne du Kentucky, il faut qu'il y ait une grande proportion de maïs, il faut que ça soit dans un baril de chêne flambant neuf. Donc, c'est très tannique. Sinon, tu peux pas l'appeler bourbon. Sinon, tu peux pas l'appeler bourbon. Fait que c'est très tannique, les barils neufs. C'est pour ça que le bourbon, c'est très, très boisé. Donc, en revanche, tu as avantage à le faire vieillir plus longtemps pour qu'il soit quand même doux, là. Le minimum, c'est 3 ans. Puis tu vois, le Maker's Mark, c'est 7 ans. Et après ça, tous les barils qui ont déjà servi pour faire du bourbon puis du whisky nord-américain sont tous shippés en Europe. Puis eux, ils prennent des barils usagés. Comme ça, le gros du bois est déjà parti. C'est ça la grosse différence entre les deux. Quand tu bois un scotch ou un scotch, ça vient de là-bas. Ça vient d'Écosse, oui. Ouais. Le bourbon vient d'ici. Le bourbon vient du Kentucky. Puis un whisky. Jack Daniel, c'est du whisky, là. C'est pas du bourbon. C'est comme du champagne. Ça vient de Champagne. Fantôme. Fantôme. Tu savais? Je te l'ai pas dit, mais ici, c'est hanté. Il y en a un au resto aussi. Pour vrai? Il paraît ça, oui. OK. On va garder ça pour tantôt. Fait que c'est quoi l'histoire du fantôme? Ouais, on est là. Tu veux parler du fantôme? Oui. Écoute, c'est mon associé qui est maintenant décédé. Dieu est son âme, mon ancien associé, qui avait vu un fantôme. Et quand on était en rénovation au resto, c'est quand même une histoire intense. OK? Premièrement, pendant les rénovations, un moment donné, je vais voir l'entrepreneur qui était mon cousin. Il vient me voir, il était comme fâché. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il y a un menuisier qui vient de partir. Il dit qu'il a vu un fantôme. Il veut plus rien savoir de travailler ici. Là, j'étais quoi? Puis là, je sors dehors, je pars à course, je vais voir le gars dans son char. Le gars, il dit, je remets plus les pieds ici, puis il ferme sa porte, puis il se sauve. Là, je dis, rien non. Mais là, le soir, il m'ajoute sur Facebook. Puis là, il m'écrit en privé. Il dit, hey, si tu veux, on peut se parler, mais je retournerai jamais là, mais je peux t'expliquer qu'est-ce qui se passe. Je dis, OK. Il m'appelle. Il dit, hey, il y a un fantôme dans ton restaurant. J'étais en train de rénover la salle de bain. Il me regardait. Je ne veux plus rien savoir de retourner là. Là, j'étais bon. OK, on va trouver un autre gars, mais tu sais, ce que je fasse, moi, c'est quoi ta réaction? Tu crois-tu là-dedans, fantôme? Ben, crois-tu à ça? Je veux dire, oui puis non, tu sais, je veux dire, j'en ai jamais vu, je serais bien curieux d'en avoir un. Je veux dire, c'est vrai, je sais pas, moi, j'ai pas d'opinion vraiment. Là. Jamais senti de présence chez vous là-bas? Là? Oui. Oui, définitivement. Mais tu sais, moi, j'aime ça, ces affaires-là, un peu, 4e dimension, tu sais. C'est quoi t'as senti? Souvent senti une présence. Oui. Comme si t'étais observé? Ouais, comme s'il était là. Parce que, écoute, après ça, on continuait les rénovations, puis un soir, j'étais rendu chez nous, puis mon associé était encore dans le restaurant, il mettait du silicone dans la cuisine, on faisait... Puis là, il m'appelle, c'était genre 11h du soir, il dit « Hey! » Il dit « Tu me croiras jamais. » Je dis « Qu'est-ce qu'il y a? » Il dit « Je viens de voir un fantôme. » Je dis « Comment un fantôme? Encore le même. » Il dit « Puis en plus, je suis sûr que c'est l'ancien propriétaire, c'est un crise de gros fantôme. » Parce que l'ancien propriétaire, là... C'est un grand gros C'était un gars de genre 6 pieds 6, là, tu sais, un gros bonhomme, là, tu sais.
Puis là, j'étais bon, OK. Là, ben, ce que je fasse, là, j'ai parlé un peu. J'ai dit, bon, finis ça, puis va-t'en, tu sais, puis va te coucher. Y avait-tu peur? Ben là, je sais pas trop s'il niaisait. Le lendemain, quand il est rentré travailler, là, j'ai vu que c'était vrai. Il était encore blanc comme un drap, les yeux ronds. Quand j'y vais à faire, j'ai dit, OK, il a vraiment vu quelque chose. Puis c'est arrivé souvent qu'il y a du monde qui viennent au resto. Exemple, là, quand on est fermé, je sais pas moi, la comptable ou un employé qui a oublié quelque chose ou un gérant qui vient faire la caisse ou des affaires de même. Et tout le monde a la chienne, ils ont comme une présence. Mais moi, je suis sûr que c'est un fantôme super bienveillant, là, parce qu'on continue vraiment la tradition. C'est une bâtisse qui a beaucoup d'histoire. Là. OK. Puis j'ai l'impression qu'il est comme super fier de ce qu'on fait avec ça, mais qu'il y a du monde qui ont bien peur de ça. Là. Quand tu dis de sentir une présence, là, c'est genre t'es dans une pièce, puis... C'est bizarre, tu sais, t'es comme tu te retournes, tu sais, t'es là, voyons, est-ce quelqu'un, tu sais, c'est dur à décrire quand tu le files, tu sais. Puis ça te stresse pas? Ben non, parce que j'ai super confiance en ce qui pourrait, en ce que ça pourrait être, tu sais, je veux dire, moi je pense que si ça existe, s'il y a une énergie résiduelle là, mais qui est juste là, hein, il est pris là, je sais pas, il y a eu beaucoup d'histoires, hein, sa femme est décédé. Lui, on pense... En tout cas, il habitait dans le restaurant, le monsieur, là. OK, c'était quoi le restaurant avec que ça soit le C'était bicep? Jerry Pizza. C'était une pizzeria. C'était une pizzeria. Il est décédé dedans? On ne sait pas, mais c'est un monsieur qui habitait loin en campagne, ça arrive sud, et qui a ouvert la première pizzeria à Québec dans les années 70. Dans ce temps-là, la pizza, c'était spécial. C'était comme les sushis des années 90. Tu te souviens-tu, au début, les sushis, tout le monde là, c'est du poisson cru, c'est bizarre, tout. Ouais, c'est un peu exotique. C'était exotique, la pizza. Fait que le monde allait là, c'était la sortie, il achetait une bouteille de vin, il achetait une pizza, il avait l'impression d'être en Italie, tu sais. Fait que, puis lui, il restait dans une ferme, bien loin, il faisait pousser ses tomates. Puis il a il a ouvert son restaurant dans une roulotte sur le bord du chemin. Puis un jour, il a été obligé de tasser sa roulotte de place parce qu'ils ont construit l'autoroute, la 40. Ils ont construit la 40, fait qu'il a fallu qu'il tasse sa roulotte. Puis là, il l'a agrandi sur la bâtisse qu'on voit aujourd'hui quand tu viens. Là. Dans le fond, la section en avant, c'est une maison mobile. Puis en arrière, c'est un agrandissement. Puis lui, il restait dans la cave parce qu'il restait trop loin sur la Rive-Sud. C'est un gars qui travaillait 80 heures semaine. C'est un gars qui était passionné, il était impliqué en politique. C'était un extraverti. C'était un vrai fighter. Il s'appelait comment? Il s'appelait Jerry. Jerry. Il s'appelait Gérard Trudel. Gérard Trudel. Pour ça que ça s'appelait Jerry Pizza, ouais. Ouais. Puis il a travaillé toute sa vie là-dedans. 46 ans. Quand on a acheté, il y avait encore la chambre au sous-sol avec le lit, le réveil matin, les vieilles affaires. La chambre n'avait pas changé depuis les années 70, mon gars. C'était hallucinant en bas, là. Fait que là, tu sais pas s'il est mort au resto, là. On sait pas. Toi, quand t'as acheté, là, tu savais-tu qu'il y avait un fantôme? Non, mais parce que j'en ai parlé au propriétaire. J'ai dit, mon associé pense qu'il a vu ton père en fantôme, puis lui, il croit zéro à ça. Fait que, tu sais, j'ai pas entretenu le dialogue. Là. Ouais, mais en même temps, peut-être qu'il voulait pas que tu lui demandes un genre de... C'est pas comme un vice caché, ça, une maison Ouais, hantée? je sais pas. Écoute, je sais pas. Ça me dérange pas, sérieux. Non? Non, je trouve ça cool. Je sais pas. Tu lui donnes-tu des tâches? Genre... Honnêtement, non, là. Mais je trouve que ça rajoute au cachet le monde sensible. Je trouve qu'il y a une vibe. Je sais pas. Moi, je trouve ça cool au bout. C'est une histoire de plus pour Bicep Barbecue. Ouais. Écoute, c'est spécial, là. Mais t'en as pas parlé de ça. Ben, moi non plus. Le fantôme du Bicep. Ah, moi, je trouve ça le fun parce que ton restaurant, le Bicep Barbecue, c'est un peu mythique au Québec. On va se le dire. Quand on parle de place de barbecue, dans la région de Québec, ça sort tout le temps, ce nom-là. Ouais, maintenant, c'est comme plus la province, là, carrément. Là. Il y a énormément de monde de l'extérieur qui viennent à Québec pour manger au resto. Et il y en a beaucoup qui vont à Québec pour manger au resto et qui peuvent pas manger au resto parce que t'as un nombre limité, t'es booké à l'avance. C'est pas facile d'y aller. Là. Ouais, c'est plein longtemps d'avance. C'est plein un bon 2-3 mois d'avance. Surtout les vendredis, samedis, là. C'est vraiment plein, ouais. Ça, c'est un signe que tu fais de quoi de spécial puis de quoi de bon. Ouais, c'est fou, hein, ça fait 10 ans que c'est plein de même. C'est malade. Ça a-tu parti comme ça, en fou, dès le début? Ça a trace direct en partant. Faut dire que quand on a ouvert en 2015, tu sais, j'avais mon émission de cuisine dans le temps, moi, Bouffe en cavale. Puis on a tourné jusqu'en 2014. Fait que, tu sais, j'étais quand même connu sur la scène. J'étais un des jeunes chefs dans ce temps-là, des émissions de cuisine. Ouais, t'étais chef, mais
Barbecue, on connaissait pas ça, là. On connaissait pas ça, mais je veux dire, tout le monde m'écrivait pour savoir il était où mon resto, puis j'en avais pas. Puis tu sais, je travaillais pour des hommes d'affaires, je travaillais pour des restaurateurs, puis c'était pas vraiment mon style. Je faisais tout le temps des compromis, puis je répondais au monde, j'en ai pas de resto, mais un jour, je vais en ouvrir un jour, je vais en ouvrir un. Fait que quand j'ai ouvert, il y avait comme tu sais, l'élastique était tiré, là. Et les clients sont rentrés, là, ça a parti, ça a trace carrément, là. Dès la première année, là, ça a été bullseye. Puis toi, le barbecue, ça t'attirait déjà. Tu te souviens, t'étais venu faire, on avait fait un essai, là. Je me souviens plus comment on appelle ça. Oui, je m'en souviens. Oui, parce qu'on allait faire barbecue ensemble. Non-stop. Ah, c'était à la TVA. C'était le pilote. Le pilote pour barbecue Non-stop. Oui. Donc là, pour expliquer au monde comment ça marche, on avait un concept qui était mon idée, qu'on a développé. Puis tu sais, la gang qui est ici, c'était Gab, Félix. C'est avec eux autres que je travaille depuis le début. C'est avec eux autres qu'on a développé ça. Puis le contexte, c'était qu'on voulait faire du barbecue à l'année. Fait que tu te souviens? Donc, on a proposé, ça a été accepté, puis là, ça nous prenait un chef pour travailler avec moi. Et tu avais été un de ceux qui étaient venus auditionner pour faire le pilote. Il y en avait 5 que j'avais rencontrés. Je me souviens très bien, puis... Tu sais qu'à la fin, je me souviens de ce que t'avais fait, en plus. J'avais déglacé. T'avais déglacé avec de la vodka, ton affaire. Ouais. Puis moi, je te regardais, puis j'étais dit, c'est qui fait là? Puis tu sais, t'avais mis du thym aussi, puis t'avais comme mis une espèce de bouquet garni dans ta... Mais tu travaillais avec la poêle à griller aussi. Puis tu faisais un paquet d'affaires qui était comme un peu... comment dirais-je? Une espèce de non-sens, là, tu sais, en cuisine. Puis quand j'ai goûté, je trouvais ça bon. J'étais comme, voyons. Ah, mais c'est ça, le barbecue. Oui, mais je me souviens, puis là, tu me regardais, puis là, j'étais là. Il sait-tu ce qu'il fait vraiment ou il essaie juste de me choquer? Genre, je te regardais aller, je comprenais pas. Puis quand j'ai goûté, je trouvais ça bon. Fait que je me souviens très bien de ça. Puis je pensais que tu me prendrais. C'était toi, à vrai dire. Le choix, c'était pas moi qui le faisais. Fait que moi, on m'a demandé avec qui je m'entends le mieux, avec qui je le sentais le mieux, puis c'était toi ou Yann. Fait que là, rendu... Oui, Yann aussi, ouais, OK. Puis c'est Yann qui a été choisi, mais c'est la prod qui a le dernier mot. Parce que moi, ça allait super bien. On avait une belle complicité aussi. Là. Mais je me souviens, mais c'était un peu bizarre parce qu'on est comme... Tu me dirais qu'est-ce que t'en penses, mais on est comme un peu deux gênés, dans le fond. Oui. On est comme un peu deux introverts qui, de par la nature de notre métier, on n'a pas le choix de se botter le cul, tu sais, puis de s'ouvrir au monde parce que... C'est drôle que tu me dises ça parce que c'est le même que je suis dans la vie. Si je travaille pas... Je sais. Moi, je suis chez nous, les chiens tranquilles, j'aime ça aller dans le bois. Là-dessus aussi, on se ressemble. Là. Ouais. Puis la nature du travail fait que je travaille avec les gens, tu travailles en communication, puis j'ai appris à maîtriser ça, mais ça n'a pas été nécessairement toujours facile. Mais moi, je me souviens très bien, je te suivais. Dans le temps, je restais à Saint-Anne-de-Beaupré, il avait ouvert un gym, tu étais venu t'entraîner. L'Ultra Gym. Oui, puis t'avais ta camisole de Walt. Si t'étais en shape, mon gars, j'hallucinais, je te checkais aller. Dans ce temps-là, moi, j'étais pas en shape. Là. Je me souviens, moi, j'avais pris une photo avec ma fille qui venait de naître. Écoute, ça fait 15... Ça, c'est en 2006, en 2005 puis 2008. C'est ça, ça fait longtemps. Puis je te suivais déjà, tu sais, puis je savais que t'étais je sais que pour accomplir tout ce que t'as fait, le dépassement de soi, t'as pas le choix d'être très focus, très... self-control, très, très axé sur toi, puis je sais que c'est comme... Égoïste, on va le dire, là. Bon, tu peux appeler ça égoïste, mais tu peux pas être fake avec toi-même parce que tu n'auras jamais ces résultats-là. Donc, tu sais, après ça, l'espèce de personnalité publique qui est gentille avec tout le monde, habituellement, ces deux mondes-là, c'est deux antipodes d'habitude. Fait que moi, je le savais, je t'ai vu après ça essayer d'être culturiste, puis je le voyais dans ta face. Je dis, c'est pas la même affaire, être le plus fort au monde puis être shapé, c'est deux mindings comme deux mondes différents. Puis je sais pas, là, je te filais. Puis là, à un moment donné, j'ai vu que tu as réussi à comme percer une espèce de barrière psychologique. Puis là, tu as vraiment steppé dans l'arène du divertissement. Je te suis, ça fait longtemps, là, tu sais. Fait que, parce que j'ai comme un peu la même affaire. Hein. Moi, j'ai jamais été un gars qui aimait le fame. J'ai toujours été un artiste dans ma cuisine à travailler comme un malade. J'ai toujours pas compté les heures. Puis quand on m'a offert de faire de la télé, j'avais passé des auditions comme avec toi, puis là, il m'avait pris. J'étais très mal à l'aise devant la caméra dans la saison de Bouffe en cavale 1. Puis mon seul but, pourquoi j'avais fait de la télé, c'était pour qu'un jour, je voulais avoir mon resto puis être connu. Parce que si on se ramène à début 2000, ouvrir un resto, c'était très, très, très difficile.
Maintenant, les petits restos avec des chefs propriétaires, il y en a partout. Le monde, il cherche ça, des 30 places avec le chef qui est là. Mais dans le temps, là, tu disais que tu allais ouvrir ton resto. Ouais, c'était des grands restaurants. C'était qui tout le temps marchaient. des gros restaurants. La restauration a énormément changé. Puis, si tu voulais percer, il fallait que tu sois connu. Fait que j'ai toujours fait des compromis télé pour être connu. Puis là, tu vois, je fais plus de télé. Le resto est connu. Puis, tu sais, je suis tout le temps dans mon resto. Je suis là tous les Parce jours. que tu as la même passion J'ai la même passion, mais c'est sûr que j'ai pour évolué. la cuisine. Oui, Ben, tu as j'ai évolué. évolué dans mon métier dans le sens que maintenant, j'aime plus la restauration at large que la cuisine. Parce que j'ai pas eu le choix de sortir de la cuisine à cause des problèmes de dos. À cause de trop travailler. Fait que j'ai pas eu le choix de quitter les fourneaux. C'est si dur que ça, physiquement? Ah oui. Oui, oui. Ben écoute, c'est dur. Cuisiner chez vous, OK, c'est une affaire, là, mais cuisiner chaque jour, puis on s'entend que quand tu veux percer, comme moi j'ai fait en cuisine, tu fais pas 40 heures semaine, là. Tu manges pas, tu dors mal, t'es stressé, t'es tout le temps le plus rapide. Partout où j'ai travaillé, j'étais le plus rapide. J'étais lui qui commençait en premier, j'étais lui qui finissait en dernier, lui qui mangeait jamais, lui qui défonçait toutes les barrières. Écoute, à un moment donné, tu payes le prix. Là. Puis après ça, j'ai ouvert mon resto en 2015, puis j'ai mis la gomme, puis à un moment donné, en l'espace de 3 mois, je me suis mis à avoir mal au dos. Je n'avais jamais eu mal au dos de ma vie. J'ai jamais eu mal nulle part, mais j'ai toujours été... quand même, je sais pas, là, je me suis toujours senti bulletproof, là, tu sais. Puis, un moment donné, paf, j'ai fait 2 hernies dans le dos, dont une en sténose spinale qui a complètement éclaté. J'ai été... écoute, j'ai goûté, là, mon gars, j'ai vraiment passé au cash. As-tu été opéré? Il voulait m'opérer, mais il y avait 30 des chances de risque de paralysie, d'incontinence, puis de perte d'érection, puis de perte de ma jambe gauche. Là, puis là, les docteurs, ils disaient 30 il n'y a rien là. Mais moi, j'étais là, mais 30 C'est 30 c'est une chance sur 3. Je sais pas, là. C'est comme jouer à courte part, là, t'as 3 branches. C'est ça. Mais non, mais c'est pas rien, là. Incontinence, perte d'érection, perte d'une jambe. C'est quoi qui te dérangeait le plus des 4? Ça va ensemble, c'est relié. Ça travaille les 3 ensemble. Ah non, mais sérieusement. Puis en plus, quand tu es en douleur de même, puis tu vas voir les médecins, c'est dur d'avoir un médecin. J'avais pas l'impression d'avoir été pris en charge. J'avais aucun conseil. Les médecins ils disaient on t'opère ou on t'opère pas. Moi, je suis chirurgien, je veux pas donner de conseils. Fait que, tu sais, moi, les médecins de famille étaient comme. Ben, j'en avais pas. Puis après ça, je tourne vers la médecine douce, puis tout. Oh, mais on n'a pas le meilleur système de santé au monde, nous autres? Non. Non? Non, on l'a pas. Toi, tu peux le dire. Mais après, c'est parce qu'à un moment donné, tu tombes sur un... Je veux dire, il y en a qui ont des histoires, là, qui se font sauver la vie, là. Je veux pas rien enlever à ça, là, mais au niveau personnel, là, dans le sens... Ton expérience que tu as vécue. Service personnalisé, là, finalement, je me suis retourné vers les médecines douces. Puis à un moment donné, j'ai un de mes amis qui m'a référé à un neurochirurgien, Dr Deneau. Puis ça l'a pris 2 ans avant que je rencontre ce gars-là. Puis tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit, lui? Il m'a dit, hey, il dit, c'est sûr que tu vas guérir. Hey, personne ne m'avait dit ça. Jamais. Quand il m'a dit ça, là, j'avais l'impression qu'il venait de m'enlever, je sais pas combien de tonnes de briques sur le dos. Il se basait sur quoi? Sur son expérience. Le gars, il a vu mes radios. Il a dit, toi, tu fakes pas. Le disque était comme... Toute ma colonne vertébrale, les disques sont quasiment tous... Toute la gang. Quasiment tous séchés, puis dans le bas, sont disparus. Là. Puis lui, il a dit, tu vas guérir, mais ça va te prendre 4-5 ans. Parce que ce qui arrive, c'est que tes disques, un hernie, il est pincé ou il est brisé. Ouais. Là, il sèche. Il fait une bulle, puis là, il finit par se déformer. Puis là, Puis d'abandonner, ça soude entre les vertèbres. Ouais, c'est ça. Fait que tu perds de la mobilité. Souvent, c'est associé à de la douleur. Fait que lui, il t'a dit qu'éventuellement, la douleur allait s'estomper. Ouais, c'est ça. Puis qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le gym puis l'acupuncture. Vraiment, j'ai fait ça. Puis tu vois, là, maintenant, j'ai plus mal. Là, j'étais allé à un salon. Quand je reste debout longtemps, j'arrive de Toronto, j'étais allé au salon de la restauration. Puis à la fin de la journée, j'avais mal au dos. Mais c'est rare, j'ai mal au dos. Là. Ça doit pas être la même douleur que tu avais avant, pas aussi aigu. Non, ça n'a rien à voir. Avant, je savais même pas si j'avais envie d'aller aux toilettes, là. Je savais pas. Je me sentais engorgé, je me sentais mal. J'allais m'asseoir, puis là, il fallait que je me tienne après tous les meubles autour pour m'asseoir. Puis là, finalement, OK, ouais, j'avais envie, tu sais. Puis je m'essuyais pas, j'allais dans la douche, là. J'étais pas capable de me tourner. J'étais pas capable de descendre des escaliers. J'étais magané, là. Ça fait combien de temps, là, de ça? 2017. Puis ça a duré combien de temps? Ça a duré un bon 4-5 ans. Quoi? Ouais.
Puis au Fait que toi, pendant 4-5 ans, t'allais à la toilette, puis c'était la douche. Le pic de la douleur, ça a duré comme un an et demi. Quand même. Ah, écoute, non, mais j'ai été... Puis j'étais en état de burn-out, la dépression un peu, puis la pression du restaurant, parce qu'on venait d'ouvrir. Toi, t'as pas fermé, là? Non. Puis, tu sais, tu peux pas être en arrêt de travail. Fait que ce que je faisais, c'est que j'allais travailler le jour. Puis, je faisais comme les horaires, un peu de commande. Puis, tu sais, je faisais comme 3-4 heures. Puis, qu'est-ce que tu penses que ça fait quand le boss n'est pas là, tu sais? Dans un restaurant qui brasse. Écoute, ça a été toute qu'une réaction en chaîne, là, que ça... T'as vécu ça tout seul? Tout seul. Dans le sens, t'avais pas d'aide, t'avais pas de support, t'avais... Non, très seul. Très seul, ouais. Fait que mentalement, ça n'a pas dû être facile. Là. Très dur. Très, très dur. Ouais, très dur. Change avec ma fille, je te dirais. T'as réussi à passer au travers. J'ai goûté, là, Hugo, là, je te jure. Ça n'a pas été facile des bouts, là. Puis là, après... et le plus dur, après, c'est qu'à un moment donné, il y a une mentalité... Je sais pas c'est comment dans les autres domaines, mais en restauration, il y a une mentalité de quand t'es blessé, exemple au dos, une dépression, tu fakes. Faut que tout le temps tu prouves. Tu sais, le monde venait au resto, ah, Vincent, il est jamais là. Vincent, il est jamais là. Mais le monde comprenait pas que ça faisait 16 ans que j'étais là, trop là, partout où j'ai travaillé. Puis là, à un moment donné, mon corps a lâché. Puis là, j'étais moins présent. Donc là, qu'est-ce qui arrive dans un resto d'après toi quand t'es moins présent? Tu sais, même si j'avais un Quand tu t'occupes pas de tes affaires, les autres s'en occupent, hein? Ben, écoute, le party était pogné, là, tu sais. Ben comme faut, là. Fait que là, quand t'as vu ça, c'est sûr que sur le coup, t'es en tabarnak. Mm-hmm. Après ça, ben, le lâcher-prise s'installe. Les choses vont pas mal mieux maintenant. Ouais, là, les choses vont vraiment mieux. Écoute, j'ai appris beaucoup sur moi. J'ai appris à lâcher prise, à construire l'équipe différemment. J'ai repris le contrôle du restaurant, là, tu sais. Puis là, c'est vraiment axé, comme sur mon idée de base, axé sur la cuisine, sur la qualité du service client. Puis c'est moins une place de party, là, tu sais. T'es-tu plus restaurateur ou chef maintenant? Là, je suis plus restaurateur. T'aimes-tu mieux ça? Ben, j'adore ça. J'adore ça être restaurateur parce que j'adore pousser le staff dans la bonne direction. J'adore voir les candidats qui se démarquent. Puis eux autres, ils se rendent pas compte à quel point ils sont bons, là. T'sais, c'est tout le temps genre un vieux de la vieille qui se rend compte de ton talent, là. Fait que moi, je regarde les petits jeunes là, qui ont 25 ans, là, puis je sais qu'ils sont meilleurs que les autres. Fait que là, ceux-là, je les pousse. Hey, ça, c'est trippant quand tu les vois évoluer, là. Ça, c'est mon trip. Moi, c'est ça que j'aime faire. Tu mets-tu ton chapeau de chef de temps en temps? Des fois. C'est sûr que le chapeau de chef, tu l'enlèves jamais, là. Quand ton équipe le sait. Tu sais, dans l'armée, t'as les gars qui ont les badges... Les médailles. Les médailles. Plus t'as fait de combat, plus t'as des médailles. Ben, tu sais, moi, des médailles, j'en ai pas mal. Tu sais, le monde, là, on le sent, là. Tu sais, j'étais allé à la guerre, là. Fait que... Ouais, t'es allé à la guerre pour vrai, pas juste dans le restaurant, là. ça se voit, tu sais. Fait que j'aime bien pousser mes jeunes, puis ils s'en rendent compte tout le temps après coup. Ils s'en rendent compte, là, genre, quand ils changent de resto, ils se rendent compte des personnes qui sont devenues. Fait que ça, c'est le fun. Ça, c'est satisfaisant pour toi, quand tu vois quelqu'un qui a passé chez vous, qui réalise comment il a appris. Ouais. Parce qu'il est passé par tes judicieux conseils. Ouais. Puis, concernant le chapeau de chef, tu vois, je le mets, des fois, je rentre dans la cuisine. Puis, j'aime ça de temps en temps faire un service le soir, mais à la fin de la soirée, j'ai mal au dos, là. Je refais les mouvements qui m'ont rendu malade. Tu sais, je peux aller au gym, je peux faire tous les sports possibles, j'ai pas mal au dos, mais quand je rentre dans la cuisine, là... Mais c'est quoi que tu fais dans une cuisine qui magane le dos de même? Ah, c'est tout le temps, gauche-droite, le twist. C'est le twist du bassin, pencher, monter tout le temps. As-tu des bonnes chaussures d'un pied? Oui. Travailler par en avant tout le temps, tenir des affaires lourdes en avant, t'es tout le temps penché par en avant un peu. C'est vraiment, là, c'est des maladies de chef, là, c'est les hernies puis les problèmes de poignet, là. Fait que ça, là, c'est comme... c'est de quoi qui est connu, ça arrive quand même relativement souvent. Oui. Oui, ça arrive souvent, mais tu sais, on va voir ça de moins en moins parce qu'habituellement, les gars rendus à 35 ans, ils changent de métier, là. Parce qu'ils savent que ça s'en vient. 35-40 ans, ils changent tout de métier. Oui, ils deviennent restaurateurs. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Le barbecue, t'étais chef, tu diriges vers le barbecue. Comment que la passion du barbecue a pris naissance chez toi? J'ai toujours tripé sur les affaires, les modes de cuisson
ancien, basic. J'ai toujours été contre les gadgets de cuisine. Pour moi, la vérité dans la cuisine, c'est la cuisine de l'ancien temps. J'ai toujours été bien inspiré par ça. Puis, de fil en aiguille, veux pas, tu tripes sa cuisson au feu, tu sais. Puis là, j'aimais la cuisson, la saveur du bois, la saveur de la braise, la saveur de la fumée avec le sel, le poivre, la viande, les oignons, le bœuf. Tu sais, c'est tout des trucs qui me feedent au bout. Puis Les éléments de base. Là. les éléments de base, je trouve que la vérité est là en cuisine. Puis, à un moment donné, je faisais mon émission Bouffe en cavale, puis je cuisinais tout le temps sur un petit charcot avec le moyen vraiment là, archaïque, minimum, là, ou sur mon petit poêle Coleman. Puis, à un moment donné, on était... veux pas, j'étais tout le temps en train de penser à des modes de cuisson là, originaux, avec la braise puis le feu. Pour ne pas dire alternatif. Ouais. Dans le cadre de l'émission. Là. Ouais, c'est ça. Puis, à un moment donné, on est allé tourner aux States. Puis là, j'ai découvert... on a tourné une année en Nouvelle-Angleterre. Puis là, il n'y a pas trop de barbecue en Nouvelle-Angleterre. Il y en a, là, tu sais, mais le Deep South, là, le Deep South barbecue, c'est quand on est allé le long du Mississippi jusqu'en Louisiane. Puis là, j'ai découvert... T'es allé, toi. Tu sais, là, les restos, là, que t'es dehors, là, tu te demandes c'est quoi cette bâtisse-là. On dirait que c'est abandonné, là. C'est pas tant accueillant. Eh bien, c'est ça. Mais quand tu rentres... Barbecue joint, t'arrives là. Oui. Ah, là, tu sais, puis là, j'ai comme fait, OK, parce que moi, je sortais du Savigny. Dans ce temps-là, c'était un gros restaurant sur la Grande Allée. Oui, parce que toi, tu travaillais dans des gros restaurants où c'était de la fine cuisine ou de la cuisine traditionnelle qu'on trouve dans ces grands restaurants-là. Oui. Là. C'était pas du barbecue. Là. Ça n'a rien Vraiment à voir. pas. Et ça n'a rien à voir avec ce que tu me parles là. Non, mais regarde, je vais faire le parallèle avec ça parce que moi, j'ai travaillé au Laurie Raphaël pendant 6 ans, où j'ai même été sous-chef. Après ça, j'ai fait des restaurants italiens. Puis je passe vite. J'ai travaillé en France aussi. Je travaillais dans des boucheries. Mais puis à mon dernier gros resto, c'est l'ouverture d'un gros restaurant italien sur la Grande Allée à Québec, le Savigny, pour James Monti. Et, tu sais, dans ce temps-là, la mode, là, fallait que tu aies des comptoirs de quartz, fallait que les murs changent de couleur, fallait que les salles de bain, il y ait une musique différente avec quand tu t'assis sur la bolle, la lumière vient bleue. En souviens de Savigny. Tu sais, fallait que ça... Puis la bouffe était secondaire. Mais je me souviens, quand tu venais au Savigny, tu collais 2 filets mignons avec juste des légumes. C'est toi qui me faisais. Je me souviens très bien. Puis il était gros. Oui, il était gros de même, là. Puis... c'est donc bien drôle. Puis quand je suis parti du Laurie Raphaël, j'étais comme plus capable de la gastronomie puis de l'over-intellectualisation de la bouffe. C'est trop pensé, c'est comme on s'éloigne, c'est même plus de l'alimentation, c'est du divertissement, tu sais. Ouais, l'expérience n'est plus dans l'assiette, elle est autour. Ben, c'est mental. Puis là, quand tu manges, tu sais, que tu demandes à quelqu'un c'est quoi ton mets préféré, il n'y a personne qui va te dire c'est un restaurant de luxe, là. C'est tout le temps un mets un mets familial, tu sais, c'est tout le temps ça, tu sais. Fait que après ça, j'ai découvert avec les Italiens le côté super rustique de la cuisine. Puis à un moment donné, j'avais l'impression d'avoir fait le tour, puis j'ai décidé d'aller travailler pour un homme d'affaires pour apprendre ce que j'avais pas, le côté business. Puis là, j'ai décidé d'aller... C'est rare qu'un chef fait ça, là. C'est parce que j'avais vraiment peur d'échouer mon resto. Puis je m'étais dit, il faut que je travaille avec un king, tu sais, qui... Puis là, je travaillais pour James. Bon, lui, la bouffe, c'était en 2e, mais n'empêche qu'il était à sa 11e ouverture. Tous ses restos ont été vendus des... Il y en a-tu encore? Non, ça n'existe plus, Savigny. Là, il est en retraite, lui. Je sais qu'il n'existe plus, mais c'est qui? Comment il s'appelle? Yann Parent. C'est Yann, ouais, c'est ça. C'est lui il qui l'a a acheté, mais le Savigny ne l'a pas gardé. OK. Ça a fermé, c'est rendu d'autres choses. Ouais. Là. Fait qu'avec James, j'ai vraiment appris une espèce d'approche d'homme d'affaires. Sa force, mine de rien, là, au-delà du côté business, c'est d'être capable de communiquer au client son idée qui est en dedans de lui. Parce que c'est bien beau avoir un concept dans ta tête, mais si le client ne catche pas ce que tu veux faire, il va manquer de cohérence. Puis j'ai fait... c'est ça. Fait que j'ai travaillé pour James, j'ai beaucoup appris ça. Puis quand je suis parti du Savigny, là, j'étais surdosé par la modernité. Les Lamborghini parqués en face, 500 000 $ de décoration sur la terrasse. Écoute, à un moment donné, là, j'étais plus capable. Puis là, j'arrive aux States, puis là, je trouve les espèces de bâtisses à moitié... T'étais loin de 500 000 $ sur la terrasse, ben là, hein? Puis là, tu rentres là, Chris, la bouffe est bonne, le monde sont smart. Là, j'ai dit, ouais, c'est ça que je veux faire. Puis là, tu sais, il y en a que tu rentres, il y a un smog, hein? Écoute... Tu sais, tu l'as vu, là. Tu sais de quoi je parle. T'as-tu été dans les cuisines où
Ben, il y en a que les cuisines est ouverte, tu vois, là. Oui, mais moi, on me souvient, on est à Cleveland. Non, pas Cleveland. On est à. Il y a Atlanta. Memphis. On est à Memphis, on se fait recommander une place, c'est dans le hood, on arrive là. Écoute, là, si ils m'ont pas donné l'adresse puis le nom de la place, c'est impossible que tu penses Qu'il y a un resto là-dedans. qu'il y a un resto là-dedans. Là. On rentre en dedans. C'est des tables un peu comme quand t'as des salles, un gymnase d'école qui vire en salle à manger là, pour Ouais. faire une grosse activité. Là. Donc, c'est des tables avec des nappes en plastique. Puis les tables, ils ont comme ils ont du millage. Là. Tu vois que t'es pas le premier à t'asseoir là. Il y en a pas beaucoup de chaises. Puis là, avant d'y aller, on rencontre le gars, puis le chef, on y explique qu'on vient manger. Puis on lui demande de visiter la cuisine. Y a-tu dit oui? Il a dit oui. La cuisine, là, c'est un poêle blanc, genre avec des ronds serpentants. OK. Ça, c'est son poêle. OK, puis le smoker, lui? Le smoker, c'est une grosse cheminée. C'est vraiment un gros pit à feu. Là. Il est vraiment gros. Il chauffe par l'extérieur. OK. Il y a un vrai pit, là, mais c'est tout sauf moderne. Puis là, à un moment donné, il ouvre les portes. Là, tu regardes. Il y avait un système à roulement. Fait qu'il pouvait cuire ses ribs, ses enfants. Mais honnêtement, là, si t'es pas habitué à ça, tu connais pas ça, c'est clair que tu manges pas là. Puis là, la sauce, sa sauce maison, Ouais. qui est quand même l'élément, je te dirais, magique de tout ce qu'il fait, il y a un seau avec une mop dedans. OK. Une mop. Une grosse mop. Une grosse mop, là. Pas une mopette à vaisselle, là. Non, non, une La grosse grosse mop. mop, OK. Oui, parce que son four est tellement gros, c'est que lui, Il se rendait pas. c'est ça, fait que... Ouais, mais tu sais, tu regardes ça, t'es en température pièce, t'as un seau qui est là, puis tu sais, tu mets une mop dans un seau, tu t'entends que ça renverse autour. Donc, pas sûr que la MAPAC aurait aimé ça, là, mais c'était bon. Ah ouais, OK. Puis c'est ça, le barbecue américain. Ouais. C'est le genre de place, comme tu viens de me dire là, tu rentres là, ça n'a pas l'air de ça, t'es pas sûr si tu devrais manger là, mais quand tu sors de là, là, t'as compris que c'est pas dans le flafla qui est autour, c'est ce que tu retrouves dans ton ça, assiette. C'est ça que j'ai réussi à produire aussi avec ma bâtisse. T'as vu la bâtisse que j'ai trouvée, tu sais? Puis, ben... dans Oui, le- puis c'est vrai que ta bâtisse a l'air de ça. Ben oui, c'est ça. Parce que moi, là, quand je voulais construire un resto, là, j'avais spoté une bâtisse à rénover. J'allais voir un entrepreneur. Il dit, ça me prend des plans. Il dit, va voir tel gars, il va te faire des plans. Fait que là, je me monte un cartable avec des photos des restos que j'ai vus aux States, des genres de bâtisses que j'aimerais avoir, puis j'y amène ça. C'est un super bon architecte de Beauport, son nom m'échappe. Puis là, il regarde mes documents, il dit, hey, il dit, toi, tu veux carrément faire comme un Jerry Pizza. Puis là, je dis, mais je connaissais pas ça, Jerry Pizza, moi. J'ai dit, je sais pas c'est quoi Jerry Pizza. C'est que là, ça reste là. Ça reste lettre morte. Puis là, après ça, j'apprends que juste pour faire les dessins du resto, même pas de plan, rien, il chargeait 40 000 $. Fait que là, j'ai dit, bon, ça va être beau. On va Pour te faire le Jerry Pizza. juste pour faire les dessins, pour Oui, faire oui. un Jerry Pizza. Fait que là, j'étais OK. Fait que là, je travaillais dans un autre resto dans ce temps-là, puis à un moment donné, je m'en allais travailler. Puis là, j'entends à la radio que le Jerry Pizza est à vendre. Genre des mois plus tard. Puis là, je dis, ah ouais, je vais aller voir. Là, j'appelle. Je vais aller voir. Hey, quand je suis arrivé là, mon gars, là, coup de foudre. Le gars m'avait dit, tu vas voir, c'est bon, acheter à terre. Il dit, c'est une niche à chien. J'ai dit, parfait. J'arrive là. Parfait. C'est ça que je veux. Non, mais j'arrive là, puis c'était à vendre sur l'EPAC à 29 000. Moins cher que le plein que Ouais, l'autre. mais... Puis là, tu sais, c'est les vieilles planches, écoute. Puis là, les plantes poussaient là-dedans. Le plafond coulait. Hey, c'était space, là. Puis là, ben écoute, j'ai dit, c'est ça me prend. Mais tu sais, j'avais pas une scène. J'avais pas une scène. Puis je partais en tournage. J'ai pas eu le temps de m'occuper du dossier. Fait que là, je suis parti en tournage de Bouffe en cavale toute l'automne. Puis quand je suis revenu en septembre, il m'a rappelé. Il dit, là, faut que tu l'achètes, là... Combien? 13 000. J'ai dit, OK. Là, OK. J'avais pas une scène. Ce que j'ai fait, j'ai retiré mes REER. Je l'ai acheté. J'avais pas grand REER, là.
Je suis cuisinier, moi, là. T'avais-tu 13 000 de REER ou tu l'as encore dealé? J'avais 17 000, j'ai tout retiré. Puis je l'ai acheté 13 000, plus les frais de notaire, plus taxe de bienvenue, etc. Puis là, j'ai acheté ça. Puis là, j'ai appelé mon meilleur ami. Puis j'ai dit, j'ai acheté le restaurant, on s'associe. T'embarques-tu, oui ou non? Puis là, il a dit, oui, j'embarque. Fait que là, on a construit un plan d'affaires, on a essayé de trouver de l'argent. Ça a pris quasiment 1 an de trouver du financement. On n'avait pas un rond, mon gars, pas une scène. C'est sûr, quand t'arrives à la banque avec ta bâtisse... Elle vaut rien, mais c'est parce que dans ce temps-là, en 2014, ouvrir un resto emprunté, oublie ça. Puis, Oui. avait Je fallu... suis pas sûr que ton idée plaisait bien aux banquiers non plus. Là. Non, barbecue... Quand tu lui montrais les photos, tu lui parles de barbecue. Sais-tu qu'est-ce qu'il disait quand je disais tu vas faire du barbecue? Et que je vais faire du barbecue, il disait, mais pourquoi un gars qui a travaillé au Laurie veut faire des hot dogs? Pourquoi un gars qui a fait l'ouverture de plus grand restaurant italien veut faire des burgers? Là, j'étais non. Je veux pas faire des burgers puis des hot dogs. Je veux faire du barbecue à l'américaine. Je veux faire de la brisket. C'est quoi ça? Tu sais, c'était intense. On a failli abandonner. Ah, ça passait proche? Ah, à un moment donné, j'avais vu une scène. Puis en plus, moi, j'avais pris toute mon année pour travailler sur le projet. Fait que ça faisait 1 an, j'avais plus de salaire. Puis, quand je faisais bouffe en cavale, j'avais un coup d'argent, mais là, j'en avais plus. Puis là, en plus, il y avait eu une erreur de mon comptable. Je devais, je sais plus combien d'argent à Revenu Québec, là, genre 20 000 à Revenu Québec. Puis là, avec le temps, je devais l'impôt de mes REER que j'avais retiré. OK. Fait que je devais quasiment moins 30 000 à Revenu Québec. Il avait saisi mon compte de banque. Il avait gelé toutes mes affaires. C'est mes parents qui payaient mon épicerie et ma maison. Ça allait pas bien. Non. J'ai... Sérieux? Puis là... Pas juste physiquement que ça a été tough, là. J'avais plus une scène. J'ouvrais même plus mon courrier. Puis je m'étais séparé quand j'étais... Tu vivais où? Je vivais dans la maison, mais quand j'étais parti en tournage, quand je suis revenu, on s'était entendu, mais mon ex était parti. Fait que quand je suis revenu, la maison était vide, plus de meubles, ma fille, mon ex était plus là. Puis là, mon gars, ça a été intense. Puis là, à un moment donné, je me souviens, je m'étais fait arrêter parce que là, je roulais, je sais pas, moi, je roulais genre 120, là, tu sais, dans une zone de 90 en allant travailler sur le boulevard. Puis là, je donne mes papiers à la policière, mais là, j'avais plus de permis. J'étais plus assuré, puis j'étais plus plaqué. J'ouvrais même plus les renouvellements. Écoute, j'avais plus une scène, Hugo. J'avais plus un rond. J'étais dans le moins, je mangeais des ramen. Tu partais avec ton char? Non, elle dit, monsieur, vous avez qu'est-ce qui se passe? Vous avez absolument rien de payé, puis tout. En tout cas, je me souviens plus comment elle a dit ça. Puis là, j'ai dit, écoutez, madame, je suis vraiment pas un tout croche. Je m'occupe de mes affaires, mais là, j'ai plus un rond. J'essaie d'ouvrir mon restaurant. Personne me croit que ça va marcher. Je suis pas capable. J'étais comme découragé. Là. J'ai comme vidé mon sac à la policière. Elle était super belle en plus. Vraiment, en tout cas, bref. Fait que là, tu sais pas qu'est-ce qu'elle dit? Non. Elle dit, ah, je le sais, monsieur Chatigny, je vous suis sur Facebook. Elle dit, réglez vos affaires puis ouvrez votre restaurant. Elle m'a donné mes papiers. Puis je suis parti. Hey, man, j'en avais les larmes aux yeux. J'étais arrivé au resto. Et là, après ça, il a fallu que je prenne j'avais aucun crédit, tu sais. J'avais pas... il a fallu donner 75 % de mise de fonds pour le projet, là. Comment tu t'es arrangé avec ça? On a créé une compagnie, puis on a créé des actions fictives, des actions qu'on a vendues, du Love Money. 5 000 d'un, 15 000 de l'autre, 2 000 de ci. ci. Levé l'argent pour On a monté, c'est ça, on a monté un coussin, là. Ouais. T'as-tu le nom de la policière? Non, ça fait longtemps. Ça aurait été le fun. Ça fait... 2014, là, tu sais. Hey, on aurait pu... Je vais toujours m'en souvenir. Elle a sauvé la patente. Hey, imagine-tu, elle m'aurait pris mon camion, j'aurais... Hey, ça serait le fun en tabarouette. Sais-tu quoi? Si elle nous écoute, qu'elle nous écrit en commentaire sur Facebook, là, ça serait le fun. T'aimerais-tu ça l'avoir pour lui dire? Parce qu'elle t'a donné un méchant coup de main. Écoute, ils m'ont invité à souper bien comme faux, là. Elle méritait de la brisquette. Non, mais c'est ça. Moi, je restais loin du resto. Je restais à une demi-heure. Puis, tu sais, mon pick-up m'en servait tout le temps, là, pour transporter toutes sortes de patentes, là, tu sais. Fait que t'as continué à rouler avec ton pick-up, pas de plaque. Pas de plaque, pas de d'assurance, pas de permis. Ouais, c'est ça. Ben oui, à un moment donné, j'ai tout renouvelé. Hey, ça se peut-tu, j'avais plus une scène. Hey, tu sais-tu que t'as été chanceux? Mes parents m'avaient prêté une carte de crédit. Ils disent ça, c'est juste pour ton gaz puis pour l'épicerie. Puis c'est ça. Puis là, Hey, tu l'as pas eu facile, Vincent? Mais là, ouais. Écoute, je voulais mon restaurant, tu sais. C'est-tu la passion que t'as fait continuer, c'est? Rendu là, c'est plus la passion, c'est comme genre prove I'm wrong. OK.
J'avais une grande partie de motivation qui venait de prouver au monde qu'il Je vais avait vous été le dans le champ. montrer, mais vous le montrer. On va vous le montrer parce que moi, là... je sais pas, t'es un petit peu plus vieux que moi, là, mais... T'as quel âge, toi? Moi, j'ai 45. Crime. Plus jeune que toi? Mais non. Ah oui, j'avais plus jeune que toi. Ça me t'es un petit peu plus. J'ai 43. T'as 43? Ouais. Mais voyons. 53. OK. Hey, 50. tabarouette. Mais tu sais, quand j'étais à l'école, dans le temps, là, ça devait être de même, toi aussi. Moi, les profs, ils me le disaient carrément que je ferais rien de ma vie, là. Non, pas moi. Moi, ils me le disaient, tu feras rien de ta vie. Moi, à l'école, j'étais un genre d'artiste, là, tu sais, complètement incompris, là, tu sais, illuminé. Fait que les profs me le disaient, tu feras rien de ta vie. Puis, tu sais, mes parents, tes notes, ça marche pas, comment tu vas faire, puis tout. Puis après ça, quand j'ai travaillé dans un resto, mes patrons me disaient tout le temps, t'auras jamais ton restaurant. Parce que moi, j'étais tout le temps en train de chialer sur ce qui était pas parfait. Puis là, ça énervait bien les boss, tu sais. Puis t'es là un jour, tu vas comprendre, tu vas ton resto, puis tout. Puis j'étais là, moi, je vais exactement faire l'inverse de ci, puis ça, je vais faire ça. Je savais exactement ce que j'allais faire. Puis à un moment donné, ça devenait vraiment important pour moi là, de prouver à tout le monde là, que finalement, j'étais pas dans le champ tant que ça. Là. Écoute, tu l'as travaillé, hein? Tu l'as pas volé. Non, fait que quand il y a des... je te dirais que... Je sais pas comment dire ça, là. Dis-les comme ça vient. Dis-les comme ça vient. Ben, quand il y a des haters qui lancent des affaires de succès ou que je suis pas là ou que si pis ça, écoute, ça va, là, tu sais. Tu sais, les gens, ce qu'ils voient, souvent, ils vont voir où ce qu'on est rendu. Mais ils savent pas tout le chemin qui a été parcouru pour arriver là. Fait que des fois, il y a comme des perspectives différentes. À ce moment-là, ils ont vu le Vincent qui en arrachait. Ben, moi, je suis parti d'en bas, là. J'ai pas hérité ça de mon oncle milliardaire, là. J'ai construit ça de zéro. Construit ça, puis tu sais, quand j'ai commencé, j'avais 19 ans, puis j'ai toujours travaillé avec du monde de 20-25 ans. La différence, c'est que tout le monde change de métier, rendu à 25-30 ans. Moi, je suis resté dedans. Là, je suis rendu à 45 ans. Mes employés ont encore 20-25 ans. Là. C'est tout le temps la même crowd là, qui travaille dans un resto. C'est trop dur, là, tu sais. Un resto comme le mien ou un restaurant gastronomique ou, tu sais, les restaurants que ça brasse avec une forte personnalité puis une signature super précise avec des... Tu veux tes reviews 5 étoiles. C'est tough, là. Tu sais, je te dis pas d'aller travailler dans un restaurant de quartier, OK, tu vas avoir des plus vieux employés, là, mais dans un restaurant comme le mien, là, passer 35 ans, c'est rare, là, tu sais, c'est tough, là. Mais tu sais, en même temps, un restaurant comme le tien, t'es tellement dans une niche. Au début, faire ta place, pas facile. Mais regarde où ce que t'es maintenant, la réputation que le restaurant a. Tu sais, dans le domaine du barbecue, là, le Bicep Barbecue, c'est une sommité, là. Ouais. Fait que oui, tu l'as travaillé, tu l'as arraché, tu l'as construit à force de ton dos, puis ta santé mentale. Mais maintenant, ça, c'est un gage de succès, là. Quand tu sais, ça ajoute au... Mais je ne m'assis pas là-dessus, je te dirais. Tu peux pas, on peut jamais s'asseoir Ouais, là-dessus. c'est ça. Mais ça reste que les gens te regardent plus de la même manière. Tu sais, tantôt, tu as dit, I prove them wrong, tu l'as fait, là. Ouais, mais faut comme... on dirait que j'ai jamais fini de prove them wrong. Là, oui, parce que tu sais tout ce que tu viens. Tu sais, c'est simplement le même genre de choses que je vis. C'est jamais assez. Pourquoi? Parce que tu le sais que quand tu arrêtes de travailler, ça arrête d'avancer. Exact, exactement. Si tu veux juste rester à la même place, il faut quand même que tu pousses. Puis si tu veux monter, là, il faut encore que tu donnes la sauce, la totale. Mais si tu pousses juste correct, ça va juste te maintenir. Si tu lâches, c'est sûr, ça tombe. Oui, puis il y a des gens qui ils réussissent, puis c'est un peu comme ça, je regarde aller, puis comment ils font? On dirait que tu pognes un genre à monter sur le dessus, là, puis ils vont continuer de monter, comme dans un faux plat, là. Là, ils poussent moins, puis ça monte tout le temps. Tu sais, il est où ce point de balance-là que tu peux atteindre ça? Moi, j'ai pas l'impression que je suis rendu là. Il faut toujours que hustle, puis il faut que tu continues à travailler fort, puis il faut que tu continues à pousser, puis que tu te réinventes. Mais moi, je pense que... C'est drôle, je pensais à ça en fin de semaine. Et je me dis, il est où le bout, tu sais? Mais je pense que c'est des types de personnalités. T'es fighter, tu sais, ou tu l'es pas. T'es un guerrier, ou tu sais, il y en a qui le sont pas. Tu sais, quand t'as rien eu, là, guerrier, là. Oui, t'es guerrier, parce que quand tu pars de rien, puis t'as rien, puis tout ce que t'as travaillé, t'as compris, finalement, il y a rien, il y a personne qui va rien te donner, là. Mais toi, qu'est-ce qui... Ça me fait penser... Toi, ça vient de où, cette idée-là de vouloir... Je sais que depuis que tu es vraiment jeune, à un moment donné, tu t'es dit, je vais vraiment être le plus fort, mais à un moment donné, il a fallu que tu décides que
tu mettais la totale puis tu laissais tout tomber, tu fasses rien que ça, là. Ouais, mais c'est parce que moi, d'où ce que je viens, ce qui m'attendait, c'était d'être un pêcheur ou être un boucheron. Tu comprends? Parce que toi, c'est la Côte-Nord, c'est ça? Oui. Puis, tu sais, j'adore la Côte-Nord, mais j'ambitionnais à autre chose que qu'est-ce que j'avais comme modèle. Puis, tu sais, le même côté, chez nous, j'étais bon à l'école. Fait que ça, c'est un point fort que j'avais. Mais, tu sais, mes parents n'avaient pas nécessairement tant d'ambition pour moi. Là. Fait que être bon ou pas bon changeait pas grand-chose. Tu comprends? Puis moi, j'étais différent physiquement. Puis d'être différent... T'étais déjà planté bien Oui, jeune. fait que c'est pas nécessairement un atout quand t'es différent des autres. Ouais. Jusqu'au moment que tu arrives à un certain moment que les gens comprennent ta différence, ça a changé avec le temps. Mais pour moi, ça n'a pas été ça, là. Fait que pour moi, ça a été ma porte de sortie. De me diriger, ça m'a donné quelque chose à atteindre. C'est là que je m'en vais pour sortir de là, pour sortir de ce que j'avais devant moi, puis qu'est-ce qui m'attendait. C'est pas ça que je voulais. Puis, tu sais, être populaire, c'est pas ça que je voulais non plus. Je voulais juste me sentir quelqu'un. Je comprends. Être populaire, c'est l'effet secondaire. C'est l'effet secondaire. Puis pour être honnête, au début, ça n'a pas été facile parce que je tripais pas tant. Parce que cette attention-là, tu sais pas quoi faire avec. Puis, tu sais, l'attention que j'avais qui était reliée à mon corps était souvent négative au début. Fait que d'avoir plus d'attention... Pourquoi c'était négatif? Parce que t'étais gros ou quoi? T'étais costaud? C'était quoi? T'étais complexé? Regarde, remets-toi à l'adolescence, là, puis t'es dans un groupe de personnes, c'est toujours ça, qui s'assemble, se ressemble. Moi, j'étais toujours à part. Fait que, mettons qu'on joue au soccer, moi, j'avais pas le droit de jouer, je pouvais gauler. Trop puissant. Trop gros. Trop. C'est ça. Fait qu'il y a plein d'affaires qui faisaient en sorte que je me faisais toujours mettre de côté. Ouais. C'est ce que je veux dire. Ça te rend pas le plus populaire, les différences. Puis on le voit. Tu vois quelqu'un, tu sais, quand on est jeune, on voit quelqu'un qui a une forme d'handicap. Des fois, ils vont se faire écœurer. Des fois, ils vont regarder bizarre. Puis des fois, on le vit nous autres aussi, avoir des choses qui sont bizarres, qui sortent de l'ordinaire, puis qu'on, sans dire qu'on a un jugement, on la regarde avec un certain regard. Mais ce regard-là, moi, je l'avais tout le temps. Puis peut-être que c'était dans ma tête à un moment donné, mais ça reste qui était là pareil. Ouais, je comprends. Tu comprends? Fait qu'à un moment donné, à force de travailler, puis tu réussis des choses, puis oui, j'ai réussi des grandes choses qui ont vraiment changé la donne, mais ça a pris du temps avant que j'arrête de voir le regard des autres de cette façon-là. Tu sais, je suis d'accord que ça n'a pas toujours été négatif, mais pour moi, c'est le même que je le voyais. Fait que je tripais pas tant à être populaire. Jusqu'au temps, à un moment donné, ben, c'est venu, j'ai compris, je l'ai apprivoisé, puis j'ai réussi à travailler avec. Mais tu sais, si on regarde ça, ton restaurant a du succès, puis il marche bien. Ça prend des mois pour pouvoir aller manger chez vous. Fait que c'est sûrement pas parce que ça va pas bien, mais t'as encore le sentiment que si t'arrêtes de driver, Ah oui. que ça va faire ça, puis ça va planter. C'est sûr. Tu vois, cet hiver, j'ai été absent pendant 1 mois et demi. Puis ça a été la fois que je me suis absenté le plus longtemps du resto. Comment ça a été? Ça a été, mais il y a une affaire que, tu sais, la job est faite. Les cuisiniers cuisinent, les serveurs servent, les plongeurs lavent la vaisselle, tout le monde, tu sais, il y a un écosystème quand même. On est 22 employés ce temps-ci. L'été, ça monte à 30, mais là, on est comme 22, 24. Mais il y a une affaire que, quand je reviens après 1 mois et demi, il y a une affaire que les employés, eux autres, ils s'occupent pas. Ça leur échappe. C'est le lien qui les unit toutes. Faut s'en occuper aussi. Moi, c'est ça ma job, dans le fond. Je m'occupe de la relation entre les membres de l'équipe. Tu sais, même si toutes les opérations sont standardisées, puis tout roule au bout, si t'es pas là pour t'occuper des humains, ça se déforme, puis ça devient... Il y a des tensions qui se créent, là. Mais en même temps, c'est ça. Ta job, c'est ton restaurant. L'esprit du biceps, c'est toi. Fait que Oui. c'est normal. Fait que, Effectivement. tu sais, à quelque part, je pense que tous les business, c'est un peu de même. Oui. Si la personne qui donnait son corps, l'âme, est plus là, ça va marcher pareil, mais ça sera plus pareil. Fait que c'est ce qui fait des fois qu'une entreprise se met à boomer, il y a plein des franchises qui ouvrent, c'est jamais comme la franchise du départ. Non, ça, c'est sûr. Je me fais souvent dire, pourquoi t'ouvres pas plein ci, ça, puis Qu'est-ce qui fait que ton restaurant est si populaire? Ben, je pense que c'est la stabilité. La stabilité fait en sorte que... Parce que c'est pas juste la bouffe, là. C'est bon chez vous, ça peut être bon ailleurs, mais... Ben, écoute, je veux dire, moi, je mets tout dans le même panier, là. Le service est bon, la bouffe est bonne,
L'endroit est spécial. Il y a du parking. C'est un endroit qui est vrai. Il n'y a pas de flafla. Le monde qui travaille là sont humains. Les serveurs qu'on choisit, c'est des serveurs qui sont humains, qui sont vrais. Et quand ils te parlent, tu n'as pas l'impression qu'ils font semblant d'être smart. Ils sont vraiment eux-mêmes. C'est l'authenticité, je dirais. Puis quand je dis la régularité, c'est parce que c'est tout le temps comme ça. C'est bien rare que quelqu'un va venir au resto. Puis le monde, ils disent souvent, j'en reviens pas, c'est pareil comme la dernière fois que je suis venu. C'est ça que le monde dise. On fait tout à la main, là, c'est pas dégelé. Là, c'est facile quand c'est dégelé que ce soit pareil comme l'autre fois d'avant. Là. Mais on le fait tout à la main chaque jour. Fait que, et puis aussi, faut pas oublier que moi, j'ai un CV de gars de gastronomie puis de haute cuisine. Puis le monde que j'engage ont des gros CV. Là. Tu sais, j'engage pas le petit coon du coin qui veut éplucher des oignons. Là. Les gars, puis les filles qui travaillent pour moi, ils ont des CV, là, des gros CV. Là, tu sais. Comment tu fais pour les attirer au barbecue, ces gens-là? La passion, puis la présence, un boss qui est présent. Parce qu'ils se sentent valorisés quand tu mets leur passion en premier plan. Ça, ils savent pas quand tu les embauches que ça va être de même. Là. Puis le gars qui a un gros CV... Oui, mais il y en a qui le savent. Mais c'est une première question d'entrevue. Qu'est-ce que tu connais du restaurant? Fait que là, tu vas tout de suite le savoir. Ah, ben, je vais toujours voulu travailler pour toi. Parce que moi, j'offre des super conditions de travail là, au resto. Là. Au niveau salarial, parce qu'on a un achalandage constant. Au niveau respect, moi, j'ai souvent travaillé pour des patrons que les cuisiniers, c'est les derniers de leurs soucis. Là, les CV, ça rentrait à pelleter. Aucun respect pour la cuisine. La restauration a énormément changé depuis 10 ans. Là, puis c'est encore plus depuis la pandémie. C'est dur d'avoir des employés de resto là, présentement. C'est vraiment dur. Là. En ce moment, je cherche des cuisiniers. Puis c'est tough. Il faut aller dans les autres pays. Mais ce qui fait que les employés restent, c'est ça, tu reconnais leur talent. Puis quand ils se rendent compte qu'ils évoluent dans l'entreprise aussi, tu sais. Puis pour qu'un employé se sente évoluer dans l'entreprise, sente qu'il monte les échelons, mais faut que tu sois là pour le gager puis le guider aussi, tu sais. Fait que quand le patron est là, ça aide, là, tu sais. Moi, je suis là tous les jours, là. Tu sais, puis trouver un employé de barbecue au Québec, c'est pas évident, là. Parce ça, il n'y en a pas. Mais c'est ça, la différence, c'est que moi, je parlais des CV. Il y a un pitmaster. On parle de cuisinier, vous n'êtes pas un pitmaster, là, aussi? Non, c'est ça la différence avec chez Biceps, c'est que tu demandes à un cuisinier, là, tu sais, montes à faire du fumoir, là. Il va trouver ça facile. Faut que tu y montes, par exemple, pour qu'il va y apprendre, là. Mais tu sais, moi, les gars que j'engage sont capables de faire de la mayonnaise, des béarnaises, des desserts, toutes les sortes de sauces, des réductions. Ils savent maîtriser un couteau. Mais quand tu vas d'un barbecue pit, comme tu as vu aux États-Unis, tu demandes aux gars de te faire une meringue, ils sont pas capables, là, tu sais. Non. Ils sont pas capables de te faire une sauce hollandaise. Ils sont capables de faire ce qu'il te fait là. C'est ça. Dans ce cas, moi, mais c'est bonne, sa brisquette, par exemple. Oui, mais moi, chez Bicep, t'as vu, c'est comment? Oui. Fait que, tu sais, il y a une grosse signature de cuisine. Les gars, il faut qu'il y ait des CV de cuisiniers, là. Fait que c'est ça la différence aussi. Tout ce qui est vinaigrette, la cuisson, la fraîcheur des salades, les mélanges de fromage, on fait tout maison, là, tu sais, puis à chaque jour. Fait que faut que ça soit des cuisiniers. Puis il y a juste un gars qui fait le fumoir à chaque jour. Fait que toi, tu pognes un qui a le CV, le plus gros CV. Puis, tu sais, clairement, qui a jamais fait de fumoir. Et le monde, ils disent tout, je fais du fumoir chez nous la fin de semaine, là, mais ça compte pas. Mais là, tu le formes. Puis ça se pogne assez vite, sérieux, parce que quand tu es un bon cuisinier, là, cuisiner avec un four à convection, un four à gaz, un four à bois, un fumoir, un grill, à un moment donné, c'est toute la même affaire. C'est ça, tu sais. C'est comme toi, tu es capable de t'entraîner dans un gym, mais si tu es capable de t'entraîner avec des roches ou des affaires, tu serais capable de t'inventer un gym out of nowhere puis de forcer, tu sais, à un moment donné, quand tu comprends les principes. Fait que, comme quand je faisais mon émission de cuisine, le monde il disait « Comment tu fais pour tout faire ça sur un petit poêle? » Mais moi, ça change rien, c'est un rond qui chauffe. C'est une source de chaleur. C'est que ça sur une cuisinière à 10 000 ou sur mon Coleman à 100 ça change absolument rien. Fait que Mais c'est ça chez vous. Bicep Barbecue, c'est l'expérience culinaire et le mariage entre la cuisine haute gastronomie puis le barbecue. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment le Québec Meat Texas, là, parce qu'on a aussi signature, carte des vins, toute importation privée, full bière de micro. T'sais, tous nos desserts sont faits maison. Tu as sûrement remarqué aux States, quand tu manges d'un barbecue pit, la plupart des pits ont une viande qui font très, très bien. Souvent, la brisket ou les ribs. Il y en a certains que c'est la dinde, mais ça, c'est plus touché, ça sèche vite. Et les sides sont très ordinaires. Est-ce que t'as-tu... Et des fois, la dinde. Des fois, la dinde, des fois... Bon, puis le mac and cheese est pas bon partout. Le mac and cheese, là, il était... En tout cas, on est d'accord. Fait que
Quand tu arrives au resto, chez nous, écoute, tout est ça coche. C'est ça la différence. Puis les clients américains, c'est ça qui les choque le plus. Mais toi, t'as le barbecue style Texas. Oui, la façon que je traite la plupart des viandes, c'est Texas. Là, c'est-à-dire dry rub, très basic. Là, c'est ça que vous expliquez, mais les gens ne comprennent pas parce qu'il y a différentes régions aux États-Unis et le barbecue ne sera pas fait. Donc, il n'est pas influencé de la même manière. Il n'est pas fait de la même façon. Donc, moi, ce que j'aimais du barbecue texan, premièrement, c'est que c'est brisket, ribs, saucisses, un peu de dinde. Et ensuite, c'est le dry rub très simple, hein, sel, poivre. Pas tant de sauce. Pas de sauce. C'est ça. Pas tant de sauce, c'est qui m'avait frappé. Exact. Et là, c'est vraiment style Texas. C'est ça, Texas. Le goût du fumé bien présent. Puis là, fait que moi, j'ai fait à la québécoise, donc on n'a pas eu le choix de mettre une sauce sur la brisquette. Parce que les Québécois sont pas... Les Québécois veulent de la sauce. Puis, mais aussi, il y a des places qui en mettent de la sauce sur la brisquette au Texas. Puis moi, j'avais visité un pit, là, un des meilleurs, là, c'était Louis Mueller Meat Co. Et où? À Austin, je pense. Texas. Puis, Texas. Puis, c'était dans un ancien gymnase. Tantôt, tu parlais des grandes salles. C'était dans un ancien court de tennis intérieur, tout en bois, avec le pit en briques au milieu qui datait de je sais pas quand. Ça avait au moins 100 ans. Tout était noir. Tout était noirci, là, tu sais. Jamais lavé. Non, jamais lavé. Parce que les autres lavent pas ça, là. Puis, il y avait un sapin de Noël, là, dans le coin, là. Ça devait faire au moins 60 ans qu'il était là, à côté d'un vieux jukebox. Je te dis, mon gars, il était goudronné. Toutes les affaires étaient fossilisées dedans. C'est comme boucané, là, tu sais. Mais c'est pour dire que lui, il nous a amené de la sauce. Puis il dit, ouais, on en a de la sauce, mais pas beaucoup de monde en demande. Il amène ça, c'est un espèce de bouillon. Je sais pas comment dire. Ça ressemblait à du bouillon à fond du chinois. C'était très, très liquide. Piquant. Très relevé. Très corsé. Il y avait une influence Tex-Mex là-dedans, clairement. Mais c'était tellement relevé, donc vu qu'il était liquide, quand tu trempais ta brisquette là-dedans, il y avait juste un léger coating, fait que ça restait que tu avais la brisquette pareil. Puis là, j'ai dit, hey, je vais faire ça, mon resto. La sauce tuait pas le goût de la viande. Exact. Fait que c'est ça que j'ai décidé de faire avec notre sauce Texas. Fait que c'est un jus de viande super clair, très relevé, qui a beaucoup d'herbes dedans. Bon, fait que là, c'est plus un jus qu'une sauce. Exact. C'est carrément un jus. Puis sur les ribs, on met une petite laque au sirop d'érable et à la bière. Mais tu sais, la façon dont on fume la viande, c'est texan. Là, puis, C'est-tu parce que les Québécois ont peut-être pas assez voyagé, puis le style de barbecue américain qu'ils ont, mais il est plus proche de nous autres, dans le sens en distance? Clairement, là. Clairement, là, tu sais, le monde, quand tu t'y attardes un peu, les tripeux de barbecue, ils savent tout, là, tu sais, mais le commun des mortels, quand tu checkes ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont allés non, pas tant. aux States, là, ça paraît, là, puis des fois, ils ont une idée là, préconçue, là, tu dis, hey, au Texas, il n'y a pas de sauce. Le monde tombe de leur chaise, là. Parce qu'ils achètent la sauce Texas à l'épicerie, c'est quand même... C'est pour ça qu'on a fait Road Trip Barbecue, justement pour faire découvrir aux gens du Québec c'est quoi le barbecue américain. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est que les gens sont fiers aux States de la façon qu'ils font le barbecue. C'est ça qui est hot. Chaque État ou chaque région... Ils ont leur style. Ils ont leur style, puis sont fiers de leur style, puis pour eux autres, c'est le meilleur style, là. Oui. Quand j'étais au Texas, puis on mangeait, puis là, j'étais là, hey, je leur demande-tu leur recette de rub? Ah, je peux pas demander ça. Je peux pas demander ça au chef, tu sais. Puis là, à un moment donné, après 2-3 jours, je vais lui demander. Je demande au gars, c'est quoi votre recette de rub? Il me regarde comme si j'étais complètement débile. Il dit, c'est sel poivre. J'étais comme, OK. Il dit, c'est 90% sel, 10% poivre. Il dit, tout le monde sait ça. J'étais comme, OK. J'avais l'air d'un inculte, mon gars. T'avais l'air d'un Québécois, là. Ouais. Ben là, je suis arrivé chez nous, à Québec, au resto. Puis quand on a eu notre prêt pour le resto, première affaire qu'on a fait, on a acheté des billets d'avion, on est parti au Texas. Puis quand on est revenu, là, on a fait les rénaux. Mais là, je suis revenu, j'ai pris la balance, mis 10% poivre, 90% sel. Puis là, j'ai twerké. Graines de coriandre craquées, oignons séchés, graines de fenouil, graines d'aneth. Puis là, j'ai commencé à tester des ratios. Puis tout, puis là, j'ai développé mon dry rub au café, qui est mon best-seller overall là, pour le smoking style Texas. Là, j'en vends de ça, là, dry rub au café. L'as-tu emmené? Eh non, je n'en ai pas amené. Ah, tabarouette. J'arrive de Toronto, puis je voulais t'amener des affaires. J'ai travaillé la semaine passée. Ça me donnait une raison d'aller te voir. Là. Il faut que tu viennes. Mais j'ai eu une semaine assez intense. J'ai perdu un cuisinier qui son visa de travail a été enlevé. Il est disparu du jour au lendemain. Tourne en France, il a fallu que je prenne le poste. Ah ouais? Ouais. De même. Du jour au lendemain, il est disparu.
out of the country. Moi, fait que là, j'ai pris le poste, j'ai cuisiné toute la semaine, je rentrais à 6h30 le matin. Là, j'ai fini dimanche soir, j'ai fait un service. Lundi matin, j'étais dans l'avion, j'étais allé à Toronto, j'ai réatterri, puis là, je te cite. J'ai fait que la dernière semaine a été intense. Ouais, rock'n'roll. Fait que toi, tu cherches des employés, là, parce que moi, j'ai un caméraman là, qui Il cherche un job. Je sais pas encore, mais il cherche un job. On a de la job. Il est bon caméraman, très moyen comme personne. Je pense qu'il va grandir en allant chez vous. Oui, je vais le propulser. Puis regarde, ou l'expulser, tu décideras. Hey, ça te tente-tu de faire une activité avec moi? OK, une activité, T'as pas ouais. l'air sûr? Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? T'es-tu compétitif? Ça te fera pas mal au dos, là. Ouais. Tu forceras pas? Oui? OK. Oui, Ah oui. Bon, je pense que tu comprends le principe, c'est assez rapide. Ouais, je l'ai vu tantôt en arrivant. Chacun un marteau. Fait que c'est simple. On va se faire donner un signal, et c'est le premier qui plante 3 clous. Tu dois savoir c'est quoi t'as rénové chez vous, là. Ouais, mais toi, t'es gars BMR, là. Je comprends, mais c'est ça. Mais j'ai pas dit que ça allait être facile, là. OK. C'est ça le challenge, là. OK. Fait que... That's it. T'es prêt? Ah ben, calé. Ah ben, tabarouette. C'est sûr que tu niaises. Ah ben, tabarouette. C'est sûr que tu niaises. Hey, moi, je suis en tabarouette. C'est sûr qu'il niaise. Tu m'as laissé gagner, là. Mais pas en tout. J'ai tout donné. Vous le savez, pour faire un podcast, ça prend des partenaires et je tiens à les remercier. Je vais commencer avec Cordero Construction. Vous cherchez une job? Appelez-les. Ils ont beaucoup de chantiers pour pouvoir vous placer. Ils vont vous en trouver une. Pour les articles de quincaillerie, allez sur le site de Richelieu. Ils ont tout ce qu'il faut. Vous le savez, c'est pas un secret. Je suis très attaché à ma Côte-Nord natale. Microbrasserie Saint-Pancras. Ils font des produits exceptionnels. Goûtez-y, vous allez aimer ça. Distillerie Québec North Shore. Vous voulez goûter à quelque chose d'unique? Ils ont de très bons alcools. Les meilleurs. Et ça vient de la Côte-Nord. Moi, j'adore être capable de manger vite et santé. C'est la raison pour laquelle que je vais souvent chez Tyson. Moi, je mange du curry rouge au poulet, extra épicé, avec 2 extra poulets. Donc, mon menu, ils le connaissent par cœur, puis je pense que je vais y aller demain. Vous vous entraînez, vous voulez des vêtements de qualité? La Brute. Essayez ça, vous allez l'adopter. Hugo Girard Nutrition, avec les produits Pop Crunch. Ça vous tente de manger du chocolat pour pas vous sentir coupable? Goûtez à ça. Vous allez voir, ça va être dur d'arrêter un sachet. 12 grammes de protéines, ça se prend bien. XPN, une gamme de suppléments alimentaires complète, de qualité, et c'est fait au Québec. Pinard Horticulture, vous avez besoin de plantes et de fleurs, allez voir, ils sont bien meilleurs que moi, je vous le dis. Merci de votre confiance, et merci d'être là, sans limite. Veux-tu un autre marathon? Ah ouais donc? Comment ça refroidir, hein? Ouais, c'est ça, ça réchauffe. Un peu, là. On va aller te le donner de l'autre bord parce que c'est pas très beau. Ça fait dire que c'était pas très beau de dos. Pourtant, mon meilleur côté, c'est. ABC de la TV. C'est mon backside. Ton dos? Oui. Ça a l'air que je suis beau de dos. Ça veut-tu dire que je suis pas beau de face, ça? C'est pas. Le monde aime ça, les filles aiment ça, les beaux dos. C'est vrai, ça. Ouais. On parlera pas de ça. On va parler de barbecue, par exemple. Meilleure place où tu as mangé du barbecue? Louis Mueller. Comme j'ai dit tantôt, Louis Mueller Meat Co. Au Texas, ça a été mon préféré. La brisket, surtout, là. Vraiment aimé ça. Là, il y en a un autre qui va être plus dur pour toi. Meilleure place où tu as mangé dans ta vie pour brûler du barbecue? Aïe. Première affaire qui me vient en tête, c'est au Japon. Qu'est-ce que tu as aimé? Écoute, au Japon, les bouillons, la façon dont ils cuisent le bœuf, c'est d'une pureté, là. Sérieux, je suis allé 3 fois au Japon, là. La bouffe là-bas, là. La bouffe, écœurante. Je suis allé plusieurs fois aussi. Ouais. J'ai adoré. Moi, j'aimais bien le barbecue coréen. Là. Ouais. Ben oui. Il y en a partout Il y en là-bas. a partout. Il y en a partout. Puis Ah moi, ouais. j'ai tout le temps faim, fait que ça donnait bien. C'est drôle parce que j'avais un guide, là. Puis il dit, coudonc, tu manges tout le temps? Ben là, je sais pas. Hey, c'était vraiment bon. J'ai mangé du Kobe là-bas. Ouais. Avec le chef. Gros spectacle. J'avais mangé ça avec une queue de homard. À vrai dire, non, avec un homard qui a cuit sur la plaque. Et la bouffe
sais, là-bas, tout est culturel, là. C'est Ouais. traditionnel. Ouais. Les J'adore chiens- ça. Oui, c'est une expérience. Tu sais, tantôt, on a parlé culture chez vous, on a parlé l'expérience. C'est ça qu'on retrouve au Japon. Oui, vraiment. Moi, j'étais allé à un moment donné au Japon. Moi, j'allais là parce que je faisais des arts martiaux. Puis j'allais là avec tout le groupe, le dojo. On allait là chaque année. Puis l'année que j'ai fait mon hernie, j'avais déjà acheté mes billets d'avion. J'ai fait l'hernie, puis on allait au Japon 3 mois après. J'ai décidé d'y aller pareil. Mais au lieu d'aller faire des arts martiaux, j'ai fait une retraite dans un temple bouddhiste dans les montagnes. Ça devait être cool, ça. C'était hallucinant. C'était au mois de février, sur une possibilité de 300 personnes dans le monastère. Il y en avait un, c'était moi. J'étais tout seul avec les moines dans l'immense monastère. Vieux monastère dans les montagnes. C'était hallucinant. Et c'était de la bouffe végétarienne servie dans ta chambre. Hey, mon gars, là, j'ai mangé là, je sais pas c'était quoi, là. Ils te servaient ça là, le soir, de bouffe traditionnelle, ça m'a marqué. Ça a été, là, puis tu sais, avec le rituel, mais c'était toutes des affaires super travaillées. Les bouillons au Japon, là, je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Il y a une passe, il y a une twist, là. Tu sais, d'habitude, je suis assez bon pour, quand je goûte, comprendre ce qui s'est passé, là, mais au Japon, ils sont next level, là, tu sais. Il y a une passe qu'ils font, là, vraiment extrême. Puis pour ce qui est du Kobe beef, à un moment donné, je m'étais dit, je vais aller me payer la totale, puis j'étais allé dans le quartier Ginza, quartier super hot, là, un des quartiers les plus chers au monde, puis j'étais, tu connais? Puis j'étais allé dans un Kobe beef bar, ultra cher, là, tu sais, puis... Pas tant dur, tout est cher là-bas, là. Ouais, mais non, mais... Puis là, pour aller là, tu sais, au Japon, les adresses sont même pas en ordre, là. Ouais, c'est... Ils sont pas en ordre, puis là, les immeubles étaient tellement hauts que Google Maps, ça marche pas, parce que ton point GPS, il marche pas, puis là, d'un coup, il se tasse, puis là, t'es rendu vraiment trop loin, puis là, j'avais demandé à un chauffeur de taxi, j'avais imprimé la feuille, puis je montrais où je voulais aller, puis là, le gars, il m'a montré à pied, puis là, j'arrive là, au Kobe Bar. Puis, je me souviens, c'était toutes les gars, les employés étaient habillés en veston, cravate, puis toutes les filles, c'était des super filles de la mort en geisha. Hey, c'était extrême. Là, en tout cas, c'était so-so l'expérience. Là, je pense que c'était un peu... Je pense que peut-être que j'étais pas habillé de la bonne façon, peut-être, je sais pas. Écoute, j'étais habillé normal, là, tu sais, je veux dire, j'avais une place, là, ça coûtait 400$, parce genre. que t'es pas habitué, là. Non, mais... La bouffe était bonne? Pas tant. Non? C'était le shabu-shabu, là, qui est comme l'origine de la fondue chinoise, même si c'est Japon. C'est la viande sur des pics avec un pot de bouillon en avant, puis Ouais. tu trempes la viande, puis là, c'est du bœuf de Kobe, donc tu fais juste in and out pour pas le cuire, là, juste pour ramollir le persillage. Là. Moi, il l'avait fait cuire sur la plaque. Ouais, c'est une place de même, j'aurais aimé. Puis ça, là, écoute, là, c'est tendre. Ah, c'est tendre. sûr, ça fond dans la Tranché bouche. mince. Tu le mets sur ta langue, tu l'accotes sur ton palais, là, puis Ça fond. il est foire comme du beurre. Ah, c'est l'enfer. C'est malade. bon, là. Là, on va en avoir une facile pour toi. Ah ouais? Peut-être pas. Brisket ou ribs? Ribs. Pourquoi? Ben... C'est peut-être trouvé ça bizarre, mais la brisquette, j'en ai tellement slicé, là. OK, là, t'as un écœur en Ah, truc. j'en ai tellement fait, là, de la brisquette, là. Je sais pas, c'est ribs, c'est vraiment juste ça. Écoute, j'en ai fait, là, on vend genre au-dessus de 6 tonnes par année de brisket. Juste l'odeur, là, Les meilleurs ribs que t'as mangés, c'est où? Hey, sérieux, les meilleurs ribs que j'ai mangés, là, c'est dans mon resto, mais supposons pas dans mon resto, je sais pas. Je sais vraiment pas. T'en manges-tu quand tu vas ailleurs? Ben, j'en mange aux States, là. Mais ici, j'en mange rarement parce que c'est tout le temps des ribs de dos bouillis, réchauffés. C'est pas... ça le fait pas, là, tu sais. C'est quoi la clé d'un bon ribs? Ben... la clé d'un bon rib, moi, je trouve, c'est la cuisson à sec, là, style Texas, de pas les faire bouillir avant. Puis d'aller mollo à la sauce délicate. Faut pas oublier le goût du porc, là, tu sais. Les ribs bouillis, ça a son style aussi, là. Mais quand t'as goûté aux ribs qui sont juste fumés,
Puis, tu sais, que ça se détache de l'os. Le côté viande est très présent. Tu sens plus la fibre, là. Ça, j'aime ça. Tu as mentionné ça, puis c'est vrai. Des fois, tu manges des ribs, puis tu goûtes pas la viande. Ben, trop de sauce, puis ils mettent ça sous vide avec la sauce. Puis souvent, les ribs d'épicerie, bon, ils les font cuire. Ils les mettent sous vide dans le sac. Ils sont pré-cuites. Oui, mais ils les mettent sous vide dans le sac avec la sauce. Puis ils font tout cuire ensemble pour pasteuriser. Écoute, c'est infusé de sauce, là. Ça goûte trop à sauce. sauce. Ça goûte les saucisses hot dog. C'est ça, tu goûtes pas la viande. Non, c'est ça. Puis, tu sais, des ribs, faut que ça goûte la viande. Faut que ça goûte la viande. L'idée de ça, là... D'aller mollo sur les trucs, là, tu sais, ben basic. Moi, j'aime ça, les affaires clean, pures. Hein. Quand je vais dans les autres pays, là, je mange tout le temps la bouffe la plus roots, to the roots, là, le plus possible. Là. J'aime les aliments super bruts, là, tu sais. Puis je pensais à ça, justement, au salon en fin de semaine. Parce que, tu sais, la moitié des booths, j'étais au gros salon de la restauration à Toronto, c'est toute de la bouffe... Tu sais, moi, j'étais marqué chez Bisset Barbecue. Quand le monde voyait barbecue, ils voulaient que j'achète des ribs pré-cuits. Ils voulaient que j'achète, tu sais, des chaudières de salade de choux. Ils voulaient que j'achète... C'était mal te connaître, là. Oui, mais c'est ça, fait que moi, ces booths-là, ça m'intéressait pas, là. Tu sais, moi, j'étais intéressé par les équipements de cuisine, les solutions d'emballage, les drinks, les affaires de compostage, tu sais. Moi, les trucs congelés à réchauffer au resto, ça m'intéressait pas, tu sais. Puis j'ai goûté à un gars qui vendait justement, on parlait de barbecue coréen, il y avait un kiosque, lui, il est spécialisé dans le barbecue coréen, mais pour mettre en épicerie. Hey, c'était bon au bout, là, c'était full bon. Puis il voulait que j'achète ça, puis tout. Puis il comprenait pas que moi, dans mon resto, c'est moi qui faisais tout. Tu sais, genre, j'achetais la viande crue, puis j'accusais. Il comprenait pas ça, lui. Non, mais il comprenait pas. Et souvent, c'est du monde qui sont habitués à vendre à des chaînes, là. Tu sais, moi, j'étais un petit joueur, là. Fait que c'est ça, ça me... Tu sais, quand je vais dans ces événements-là, tu m'as demandé que j'avais appris, hein, tantôt. C'est ça, ben, tu sais... J'ai pas appris grand-chose, mais j'ai appris un peu à me connaître parce que je me rends compte, moi, je me positionne où dans le marché. Tu sais, ça m'a fait prendre conscience que j'avais vraiment un produit artisanal puis que c'est de plus en plus rare parce que quand tu parles au monde, là, le main challenge en ce moment des restaurateurs dans ces salons-là, tu sais, c'est quoi? Lower the skills level. Baisser le niveau de compétences requises. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, tu n'as plus de main-d'œuvre. Toutes les solutions, c'est des robots, des affaires automatiques, puis une bassine qui tourne, qui chaude toutes les sauces tout seul, tu sais, puis tout. Écoute, tu sais, c'est bien beau, j'y regarde, j'y filme, là, mais tu sais, jamais j'ai acheté ça. Là, ça me fait prendre conscience de mon style à moi. C'est tout le contraire de ce que tu fais. Ouais. Mais en même temps, tu sais, Vincent, t'es rendu à 45? Ouais. 43, 45? 45. Tu sais, tu vas faire ça encore combien de temps? Ben, écoute... Je veux dire, je sais pas, je vais faire ça combien de temps, mais c'est pas un robot qui va prendre ma place, tu comprends? Pour mon style, ça pourra pas, là. Mais ça pourra pas, mais ça va-tu te survivre, Bicep Barbecue? C'est ça ma question. Ben, j'aimerais ça. J'aimerais vraiment ça. Il faudrait que tu trouves un autre craqué comme toi. Ou que tu trouves une façon... Je rêve de trouver un nouvel associé, là, tu sais. Je suis là-dessus, là. J'ai des prospects, là, aussi, là. Tu sais, il faut que tu les fasses travailler pour toi, il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils apprennent à te saisir aussi, parce que c'est très personnel, là, comme compagnie. J'ai pas acheté une franchise, moi, là, ça vient de mes guts puis de mon expérience, là, tu sais. Oui, mais tu pourrais quand même développer tes ribs, les emmener, mettons, à les vendre dans les chaînes. Oui, ça, ça, c'est sûr. Ça, j'aimerais ça faire ça. Puis à ce moment-là, ton style continue de survivre. Oui. Toi, t'es capable c'est un projet parallèle tout à fait qui avance pas vite, mais qui avance. OK. Ouais. Es-tu en train d'avoir un scoop, là? Donc, j'ai eu des bonnes idées en fin de semaine là-dessus, là, mais la clé va passer par un bon partnership au resto pour me permettre de travailler sur un projet parallèle sans qu'il n'y ait plus aucun patron dans le restaurant. Parce que le monde a vraiment besoin d'avoir un patron dans le restaurant, puis le restaurant aussi a besoin de ça. Sinon, c'est trop facile tomber à 4 étoiles au lieu de 4,8. Puis après ça... Au lieu de 5? Au lieu de 5. 5, c'est dur, là. 5... Ah, mais tu sais, shoot for the moon. On est 4,9, 4,8 partout. C'est assez impressionnant. Vraiment content de mon équipe. T'as-tu l'impression que ce qui fait la popularité du barbecue, parce qu'au Québec, le barbecue, c'est en développement, là. Oui, vraiment. C'est le côté rassembleur, le côté où ce que t'es pas obligé d'être un chef pour faire du barbecue. Tu l'as mentionné tantôt. Ouais. Toi, t'emmènes de quoi de différent, mais de façon générale, tout le monde peut avoir un barbecue chez eux. Ouais. Puis en faire. Tu vas sur le web, à cette heure, les recettes sont là.
si tu respectes puis que tu maîtrises un peu les techniques, t'es capable de faire du barbecue. Clairement que le barbecue a une espèce de côté retour aux racines de la cuisine. Et après ça, t'en as pour tous les goûts. Tu peux y aller super simple. Tu peux y aller super compliqué aussi avec des recettes capotées là, de gars qui font des affaires sur le grill vraiment complexes. Mais c'est vraiment un côté back to the roots. Puis le travail avec le feu aussi, là, c'est trippant. Là, c'est vraiment... là, tu te reconnectes avec la vérité. Là, puis... L'eau, la terre, le feu. Exactement. La qualité des ingrédients. Puis moi, j'invite tout le temps le monde à faire des recettes vraiment simples puis apprendre à maîtriser la cuisson parce que c'est là que tu connectes vraiment. Quand tu maîtrises ta cuisson, tu sais, quand tu dis que les meilleurs ribs que tu as mangés au monde, il y avait juste sel poivre dessus, parce que la cuisson était sa coche. Tu sais, j'étais allé manger dans un t'as sûrement vu ça au Japon, mais j'étais allé manger justement dans un restaurant japonais à Toronto, là. Les saveurs, t'as souvent sel poivre dans les saveurs. Tu sais, hey, moi, je prends tout le temps ça. T'as tout le temps plein de sauces, mais il y en a une, c'est marqué salt and pepper. Fait que là, moi, j'ai pris les ailes au sel de mer. Ailes de poulet au sel de mer. Hey, mon gars, c'était bon, là. Écoute. Là, arrête de parler de bouffe parce que là, t'es en train de me donner faim, là. Moi, j'aime ça. C'est ça. Fait que le barbecue, d'après moi, c'est comme un îlot de vérité dans toute la mer de junk food puis de fake là, qu'il y a, là, tu sais. C'est dur bien manger, hein. Barbecue, tu manges toujours bien. Ben, tu manges... C'est du real food. Tu sais, puis quand tu reviens de voyage, là... moi, j'aime ça aller... Je sais pas, j'étais allé au Maroc, au Japon, au Mexique, mais quand tu reviens puis t'arrives au Québec, là, tu sais que c'est... Tu vas manger du décongelé quasiment partout, là. Tu sais, c'est dur à... En tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Il y a pas tant... Il y a des belles places. Tu sais, je mange pas tant, là. J'aime ça faire à manger. J'aime ça faire du barbecue. Fait que j'en profite. Je suis chanceux. Les congélateurs sont pleins. Puis je suis encore plus chanceux parce que mon gars trippe autant que moi, sinon plus. Mm-hmm. Ça fait que nous autres, ben, on va pas manger du réchauffé, on s'en fait. Ouais. Puis là, ben, on pratique, on essaie des nouvelles affaires. Puis là, ben, je vais chercher des nouvelles recettes. Je vais essayer des nouvelles choses. À peu près tout ce qu'il y a de fumoir puis de barbecue. Oui, c'est correct la base, mais j'aime ça expérimenter. Ah, mais chacun trouve son style. Ça, c'est vraiment... moi, mon style, c'est... moi, je suis... Minimaliste? Ouais, mais moi, je veux dire, j'ai trempé dans la cuisine. Là, je suis comme pas une référence pour le commun des mortels qui fait ça juste pour le fun. Moi, j'ai cuisiné à chaque jour des 12-15 heures sans manger dans des restaurants entourés de gadgets, d'équipements. Puis, à un moment donné, ça n'a plus le même effet. Là. Fait que toi, t'en veux plus de gadgets. Non. T'as pas besoin de thermomètre. Chez nous, j'ai rien. Là. Chez nous, là, j'ai même pas de barbecue. Au restaurant, là, t'as un thermomètre. On l'utilise très peu. On utilise le caramel, le thermomètre pour le caramel. Sauce caramel ou sirop quand on fait la meringue italienne, on l'utilise pour la cuisson du bacon. Mais pour la brisket puis les ribs, on n'utilise jamais de thermomètre. Tes nouveaux qui arrivent, est-ce qu'ils... Personne n'utilise de thermomètre dans un restaurant. En arrivant? Non, jamais. OK. Personne, parce que c'est vraiment... Finalement, ça, a été inventé pour les gnoufs. Ben, c'est que c'est... Je sais pas comment dire ça, c'est... Pas nécessairement, là, parce que ça peut être pratique pour certaines choses, mais tu sais, ta brisket, là, pour attendrir la viande, il faut qu'elle soit exposée à un certain degré pendant un certain temps. Fait que la température que tu vas y mettre, là, tu sais, c'est quoi? C'est 100, je sais même pas c'est combien, brisket, 155, genre? Non, le brisket, ça sort à peu près à 195. Bon, 195, OK. Pogne un cube de brisket, là, mets-le au micro-ondes, là, 2 minutes. C'est sûr qu'il va être à 195. Ouais, mais... Il sera pas cuit. C'est ça. Bon. Tu sais, où tu montes à 195 sur vraiment trop longtemps, comment il va être? Ça va être sec. Le degré est vraiment pas un indicateur clé. Ça aide à... Ça fait partie des éléments. Mais on l'utilise jamais, nous autres, jamais. Fait que toi, t'es toujours... On la check physiquement. C'est la seule façon de savoir. Explique-moi, quand t'en fais, là, tu l'as dit, combien? 6 tonnes? Combien t'en passes? 6 tonnes par année de brisket. Par année. Fait que toi, quand tu fais là, de la brisket là, pour la semaine, t'en fais combien? On en fait chaque jour. OK, combien? On a fait à peu près 5-6 par jour. Bon, parle-moi de ça. Là. C'est quoi, là, à chaque jour? Ben, à chaque jour, on met à ça, on pogne la brisket, on enlève le gros du gras, pas beaucoup. Ça prend à peu près 1 minute et demie, 2 minutes de trimer une brisket. Fait que t'en laisses pas mal dessus. On en laisse pas mal. Okay? C'est important. Ça encore, ça fait partie du style Texas. Très peu de trim. Puis là, on la met dans le rub.
OK? Mon dry rub au café Que tu t'es fait, ouais. que j'ai fait. Puis là, ça, c'est la brisquette qui va servir au lendemain. OK. Fait que quand j'arrive au resto le matin, on prend la brisquette qu'on a mis dans le saumure la veille. Donc, ta préparation que tu as faite avec Ouais, ton rub. Avec le rub. On met ça dans le fumoir, on passe ça à froid. Fumoir, tu penses à quoi? Tu roules à quoi? À froid, on met le bois, ça monte à 2,25, 2,50. Ouais. À froid, c'est parce que tu chauffes indirect. Là. Oui, c'est un offset, mais il est vertical. Ouais, vertical, mais le concept, là, pour que les gens comprennent, c'est comme si tu cuisais indirect. Oui, c'est ça. Il y a une boîte à feu, puis là, c'est la boucane qui rentre dans le fumoir. Fait que le fumoir monte en température très lentement. On passe ça à 7 heures le matin. Fait que, tu sais, vers 11 heures, il est à température. OK? Fait que là, on fume la brisquette, là, tu sais, jusqu'à temps qu'on ait une belle coloration en la changeant d'étage souvent. OK? Puis quand on a notre coloration, là, on les emballe. OK? Puis là, après ça, on les cuit comme s'il était au four, dans le fond. C'est comme un four, dans le fond, rendu là, le fumoir. Comme on expliquait tantôt, tout ce que tu as parlé, ça finit qu'un barbecue, c'est un four. C'est un type de cuisson. L'affaire avec le fumoir, surtout un fumoir au bois, comme j'utilise, moi, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas d'électricité, c'est du bois. Fait qu'il y a du feu. OK? Ça veut dire que tu as une grosse circulation d'air. Parce que c'est comme un poêle à bois, tu ouvres la clé, l'air rentre, la cheminée elle sort. Donc, si tu as une grosse circulation d'air, tu as une grosse possibilité d'assécher ta viande. Oui, parce que ça chauffe. Parce que ça chauffe, puis tu as aussi un échange d'air. C'est pas comme un four que quand tu ouvres la porte, tu as une puff de vapeur parce que c'est fermé. Tandis qu'un fumoir, tu as un flot. Oui, parce que ce qu'il faut comprendre, la viande est à l'air. Donc, il y a de la circulation La autour. circulation, c'est comme si tu avais un... Et l'air assèche. Comme si tu faisais sécher, l'air assèche. Ouais. Tu sais, tout ce qui sort par la cheminée d'un fumoir, la grande majorité, c'est de la vapeur. Tu sais. Fait que là, c'est ça. Une fois que la brisquette est colorée, on l'emballe. Puis là, on la cuit encore quelques heures. Puis après ça, on voit à un moment donné qu'elle commence à ramollir. Si on prend la température, là, il y en a qui vont être à bonne température, il y en a d'autres qui ne le seront pas, mais il y en a qui vont être prêtes, qui vont être à bonne température, il y en a d'autres qui ne seront pas prêtes puis qui vont être à bonne température aussi. Fait que, tu sais, on prend une fourchette diapason, on la pique dans la viande, puis en la rentrant, on voit tout de suite la texture. Ça, on va savoir si elle va être tendre dans ta bouche. C'est comme quand un cuisinier cuisine sur un grill au restaurant, les cuissons, on les check tout ça avec son doigt. Oui. Tu pèses ces steaks avec le rebond, tu es capable de comprendre, t'es-tu MS, t'es-tu saignant, t'es-tu médium, t'es-tu bien. Puis selon les coupes de viande, genre bavette, c'est plus dur. Donc une bavette, tu vas la trouver dure, tu vas penser qu'elle est médium, mais elle va être saignante. Tu comprends? C'est pas le même range. Le canard non plus. Une brisquette, tes références versus un steak ne sont pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Puis une brisquette, tu veux qu'elle soit complètement défoncée, tu veux qu'elle fonde dans ta bouche. Fait que c'est à force d'en faire. Tu rentres ta fourchette, puis là, moi, je dis tout le temps, quand je rentre ma fourchette dans la brisquette, j'imagine que c'est mes dents. Puis là, tu checkes, puis si la fourchette tourne pas, si tu sens que tu vas être capable de déchirer ta viande en forçant un peu, ça veut dire que tes dents ça va être parfait pour tes dents. Fait que à ce moment-là, tu prends le degré, je te garantis qu'il n'y aura pas une au même degré selon le degré de tendreté. Moi, nous autres, on check la tendreté en sachant très bien qu'on va aller chercher un 15 de cuisson au repos. Un bon 2 heures Oui, parce de qu'elle va repos. continuer Beaucoup. à cuire. Oui. La brisquette continue beaucoup, c'est gros, là. C'est une grosse pièce, là. C'est ça, c'est pas comme un rack de ribs, tu sais. Puis moi, quand je sors la viande du fumoir, écoute, tu sors toutes les brisquettes, on cuit 6 brisquettes, 15 racks de ribs, des échines, des short ribs. Tout ça est prêt comme en même temps, un après l'autre, on check. Tu sais, entre 4 heures et 5 heures, on ouvre le fumoir, je sais pas, moi, 50 fois, là, pour sortir. T'as de la perte de chaleur, là. Et de la perte de chaleur, mais rendu là, la viande est très, très chaude. Donc, la perte de chaleur est pas... Tu perds de la chaleur dans le four, mais pas dans ta viande. C'est ça. La viande, elle reste chaude, ça remonte vite. Mais quand tu sais que tu ouvres beaucoup en fin de journée, qu'on ouvre beaucoup le fumoir pour checker, on met une bûche, puis on ouvre la clé, on le gaule plus. Puis là, après ça, supposons qu'il y a une brisquette qui est un peu trop cuite, qu'est-ce qu'on fait? On la déballe tout de suite sur le comptoir pour essayer de la refroidir vite, puis on la passe en premier. Puis elles qui sont un petit peu... Parce que ce qu'on veut pas, c'est qu'elle raidisse. Qu'elle raidisse? Ouais. Souvent, là, ce que je trouve, c'est que... Mais c'est pas... Ouais, mais c'est ça. Mais des fois, ils m'asservent. Puis quand elle est là, elle est bonne. Puis si j'attends trop longtemps pour la manger, elle devient raide. Mais c'est parce qu'il manque de cuisson, d'après moi. Là, tu fais... Ouais, mais elle est bonne. Quand il me l'emmène, elle est bonne. Elle est parfaite. Bizarre, là. ça. Ouais, mais j'ai remarqué ça. Fait que je suis pas très brisquette réchauffée. Non, mais ça, on réchauffe jamais de viande, ça. Ben, toi, non, mais tu sais, des fois, t'en réchauffe fais une pas. pièce, Ouais. puis t'en as, là. Nous autres, on fume à chaque jour. Puis en fin de journée, souvent, il en manque, là. Parce que, tu sais, ton take-out, là,
t'as pas tout mangé, tu pars avec. Ouais, ça, c'est touché. La meilleure façon de le réchauffer aussi, c'est s'il n'est pas sous vide, ça va être au micro-ondes. Vraiment un minimum. Hein. Du barbecue, c'est jamais chaud, c'est tout le temps tiède. Là, des fois, là, en tout cas, l'autre fois, j'en ai eu, là, puis j'ai vraiment pas tripé de la réchauffer. Puis Nous, on en cuit plus, puis quand ils sont prêts, on les met au frigidaire, puis le lendemain, on les tranche, puis on les met sous vide dans le sac. Ils sont fraîches. Puis quand tu mets le sac avec la sauce dans l'eau bouillante, tu réchauffes ça, mon gars, c'est à s'y méprendre. On dirait qu'elle sort du fumoir. C'est assez impressionnant. Là. C'est ça qu'on vend au restaurant, dans la boutique. Là. On en vend énormément là, de ça. Là. Quand t'en as plus, là, ça arrive-tu qu'une journée, t'as tout passé? Oui. Tu fais quoi? Il y en a plus. Tu dis, il n'y en a plus. Tu dis aux clients qu'ils prennent d'autres choses. Ça, c'est vraiment américain. Oui, puis ça, les Québécois n'aiment pas ça. Non. Mais aux États-Unis, si tu peux faire la file C'est le même pendant partout. 1 heure, puis t'arrives Tu sais même là, pas ce qu'il va avoir. puis oups, Il n'y en a plus. le gars sort. Il n'y en a plus. Close. Ouais. Ferme la porte, c'est fini. C'est vraiment typiquement américain barbecue. Hey, au début, ça, là, on se faisait lancer des tomates avec ça. Là. Pourquoi tu te tiens à faire ça plutôt que... Ben, c'est parce que c'est la seule façon de faire. T'as pas le choix. C'est ça que veux que tu me dises? Ça réchauffe pas. C'est ça que veux que tu me dises. C'est ça que veux que tu me dises. T'as pas le choix. Tu cuis, tu portes ta viande le matin et maintenant, il n'y en a plus. Fait qu'elles autres, c'est comme ça Fait que qu'ils les font clients ça. qui viennent le soir, c'est rare qu'ils manquent de tout. Mais s'il n'y a plus de brisket, ben, il faut qu'ils mangent le steak, les ribs, le poulet frit, l'échine, le short rib, tu sais, le canard, il y a d'autres choses, là. Ce que ça fait, c'est que quand t'en as, tu manges de quoi de frais. Oui, c'est sûr. C'est ça que ça fait. Ouais. Fait que quand tu vas manger là-bas, les gens y vont, puis ils retournent le lendemain. Pourquoi? Parce que tu n'auras jamais de réchauffé. Tu vas avoir que du frais. Ouais. Fait que c'est... Mais le monde qui sont pas au barbecue, ils comprennent pas qu'il y a une grosse différence entre du barbecue réchauffé, tu sais, des ribs réchauffés, tu sais. On en mange, en fait, nous autres, quand il en reste, c'est les employés qui les mangent, là, tu sais. C'est super bon, là, le lendemain, là, quand c'est... Mais c'est bon pareil, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas Puis des fois, on mange des ribs réchauffés. Là. Moi, je mange pas souvent à mon resto. Hey, en 10 ans, tu sais combien de fois j'ai mangé dans mon resto? Assis en avant? Comment? 2 fois. Tabarouette. Peut-être 3 fois. T'aimes là. pas ce qu'ils servent là-bas? Non, mais je veux dire, pour moi, c'est ma job. Avec le staff puis tout. Moi, quand je suis assis là, je vois tout ce qui marche pas, tu sais. Ah, mais tu y goûtes de temps en temps, là? Non, j'y goûte, là, mais être assis dans mon resto, me faire servir avec du monde, là, je l'ai fait genre 3 fois peut-être, là. Je fais jamais ça. Là, on va aller chez vous bientôt. On va faire un scoop avec Road Trip Barbecue, là. Ouais, Bob. On n'a pas le choix, moi puis Bob. Ben oui. Tu l'as vu passer Vous ses attendez médias qu'il est sociaux, fait. là, Oui. le nom Bicep Barbecue sort souvent. Qu'est-ce qu'on n'a pas mangé chez vous qu'il va falloir qu'on goûte? Hey, t'as-tu goûté au canard? Oui, T'as goûté au il me canard? semble que oui. Le canard, la poitrine de canard en pastrami, t'as goûté à ça, t'es sûr? Pense pas. Je pense pas qu'on l'avait dans le Non, temps quand pense t'es venu. Et le short rib, tu l'as-tu essayé? Ça, c'est des masterpieces. Là. Le canard n'est pas fumé, par contre. Pas grave, parle-moi de tes short Le ribs, ça. canard... Tu veux le short rib? Ouais. Je veux te parler du canard. Vas-y. Canard de la ferme Canard Goulu, à la Rive-Sud de Québec. Oui. On a des gros canards top qualité. On les reçoit, on les fait vieillir 1 semaine dans le frigidaire, à sec. Fait vieillir la viande pour l'attendrir. OK? Après ça, on enlève les cuisses. Les cuisses, on les fait confire, on met ça dans le mac and cheese. Et les poitrines, on les désosse puis on les met dans une saumure liquide, comme pour faire du jambon d'Europe de l'Est, du pastrami. Et on fait saumurer les poitrines de canard là-dedans pendant une couple de jours. Puis après ça, on les fait cuire dans la friteuse. Donc, tu sais, on pense que la friteuse, c'est violent un peu, hein, comme moyen, mais... Tu dois être croustillant, là, Ben c'était oui, c'est bien. ça. C'est parce que, tu sais, la friteuse, c'est juste à 3,50. C'est pas chaud. Tandis qu'une poêlonne, tu vas être à 600-700 degrés. Tu sais, La texture à l'intérieur. fait que ça cuit tout doucement. Le magret, il reste genre 7 minutes dans la friteuse, là. Fait que tout le tour, là, la coupille, tu sais, c'est super gras, un magret de canard. Le gras, il fond, puis ça fait une croûte d'épices hallucinante. On sert ça saignant, tranché mince, avec une sauce bordelaise barbecue, OK? On fait une sauce au vin rouge, une vraie sauce vin rouge, avec full du vrai vin rouge réduit, du fond de veau. Puis à la fin, on fait une base de sauce barbecue avec ça. On rajoute des oignons caramélisés, de la cassonade, puis on fait cuire les os de canard qu'on a désossés, là. On les fait cuire au fumoir. On pitche ça dans la sauce bordelaise. Fait que c'est une bordelaise barbecue avec le pastrami de canard, mon gars, c'est malade. OK, là. C'est Tu me l'as extrême. vendu, ton Tu canard. comprends? C'est extrême. Après ça, le short rib, on a des chuck short rib. C'est les plus gros os du short rib. C'est proche du cou,
du bœuf. Ils sont super gros, les short ribs, là. Ils sont huge. Puis on les fait saumurer style Montréal, ceux-là. Ils sont pas style Texas. Donc, c'est ma saumure. Ma nouvelle saumure, j'en vends de ça, c'est la saumure avec nitrite et ritorbate déjà intégré dedans. T'achètes ça, c'est clé en main. Tu saumures t'as tout dedans. Donc, on saumure ça pendant X jours. Puis, donc, on sort les short ribs de la saumure, puis on les cuit toujours 2 par 2, les os. Fait qu'on cuit ça comme un smoke meat. Comme je t'ai expliqué, la brisquette, on le fait fumer jusqu'à coloration. Après ça, on wrap, on continue la cuisson tranquillos jusqu'à temps que quand la viande se détache de l'os, il en manque un petit peu. OK? Il manque une petite affaire. Quand la viande se détache de l'os, soit que tu vas le faire reposer dans un endroit quand même chaud, genre 160, ou soit que tu le continues un peu puis tu le fais en maintien dans une place un peu moins chaude. Là. Puis là, le short rib, après ça, on le sert avec la sauce Texas puis un paquet d'oignons frits. Hey, mon gars, tu mets la fourchette là-dedans, c'est assez filoche. Là. C'est hallucinant. Bon, le short rib, il est l'enfer. Moi, je dis, c'est le king du fumoir. Là. Ça, c'est bon. Les mondes qui prennent ça, ils sont vraiment gros. Là. OK. Ils sont vraiment gros. On va se voir bientôt. Ouais. On va se voir bientôt. Ils vont me faire plaisir. Hey! La prochaine fois qu'on se voit, road trip barbecue chez vous, parce que je vais vivre l'expérience avec Bob et la gang. On va avoir du fun. Sais-tu quoi, là? J'aimerais ça encore te parler, mais là, tu m'as donné faim. Il faut que je le manger. OK, c'est bon. Merci, Vincent. Merci, Hugo.